Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus donc à cette rencontre débat qui va porter donc sur État français à vendre, je vais y arriver, le démantèlement de l'État par l'État. C'est là le sujet qui sera abordé à travers un certain nombre d'idées reçues. D'abord, je voulais présenter le programme Université en campagne contre les idées reçues, qui est un programme de la MICHA, la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme d'Alsace, qui est située donc dans le campus de l'Esplanade de l'Université de Strasbourg. C'est un programme qui est soutenu par l'université et également par l'Eurométropole de Strasbourg. Alors ce programme existe depuis 2017, il est piloté par Philippe Guillig et moi-même, coordonné par Alice Tudy, et ce programme consiste à aller à la rencontre des habitants, des habitantes dans les quartiers excentrés de la ville et de l'Eurométropole pour aborder un certain nombre de sujets d'actualité en sciences humaines et sociales. À travers les idées reçues qui, vous le savez, sont très nombreuses et l'ont été plus particulièrement en 2017. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de monter ce programme. Alors immédiatement, je vais laisser la parole à Anne Mélier, qui est journaliste et qui va présenter les intervenants. Merci. Je sais pas si... Oui, c'est allumé. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Anne Mélier, je suis journaliste à Strasbourg, je travaille pour différents médias locaux. Je travaille notamment pour les dernières nouvelles d'Alsace au niveau de la région. Je travaille également pour U89 Strasbourg et un certain nombre de médias locaux. Je suis une journaliste assez généraliste. Et puis, je vais laisser les deux personnes qui interviendront avec moi se présenter, donc Damien Broussol et Brice Nocenti, et présenter notamment leur domaine de compétences. D'accord, c'est moi qui commence. Donc, par ordre alphabétique. Donc, je m'appelle Damien Broussol, comme ça vient d'être dit. Je suis enseignant, ou j'étais enseignant parce que je viens d'être à la retraite et j'enseignais l'économie à l'Institut d'études politiques à Sciences Po, ici à Strasbourg, et en particulier dans le domaine de l'économie européenne, de l'économie de la santé et de la protection sociale, et aussi de l'économie publique, ce qui justifie en partie ma présence ici. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Brice Nocenti. Je suis sociologue à l'Université de Strasbourg et du coup plutôt jeune chercheur qui ait travaillé notamment dans mon travail de thèse sur les transformations de la fonction publique d'un point de vue historique. Du coup, j'essaye d'avoir un regard un peu général sur la transformation des services publics et j'aborde également la question de manière statistique depuis quelques années. Donc, avant d'entrer dans les idées reçues en tant que telles, je vais vous parler peut-être un petit peu de la thématique de la soirée. Donc, quelques mots sur le thème de cette soirée, l'État français à vendre. C'est un intitulé assez court, mais assez parlant, avec en creux l'idée d'un certain démantèlement de l'État, comme le disait Fleur Laronze, d'une privatisation des services publics et peut-être même d'une certaine disparition programmée des biens communs. Alors, je vais m'arrêter 5 minutes sur cette idée parce qu'elle convoque beaucoup d'éléments et beaucoup d'imaginaires. L'ouverture partielle ou totale du capital de grands services publics dans les années 80 notamment, la Poste, France Télécom, la chaîne numéro 1 devenue TF1, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire français et du réseau francilien également, c'est pas mal évoqué en ce moment si vous suivez l'actualité avec la RATP. Il y a là une certaine vente à la découpe, mais pour moi qui suis née dans les années 90, le démantèlement de l'État, c'est aussi une nécessité du fait de la crise, enfin on me l'a souvent présenté comme ça. Je fais partie de ces générations qui ont grandi avec l'idée d'une crise économique perpétuelle un peu perchée au-dessus de leur tête et à qui on a dit qu'il fallait faire des économies dans les dépenses publiques et donc sur les services publics. Donc derrière l'idée de démantèlement de l'État, il y a aussi celle de disparition, presque pure et simple, des services publics à terme. Plus de difficultés à accéder à certains services publics parce qu'ils ferment ou se raréfient dans les villages, les campagnes, certains quartiers. Je pense aux maternités, aux écoles et même à certaines mairies, par exemple, qui limitent leurs horaires d'ouverture du fait d'un manque d'effectifs. Et je pense également à ce que certains ont appelé la casse des services publics, la fermeture de lits d'hôpitaux, même après la crise du Covid, pour répondre à des logiques de rentabilité notamment, et la difficulté à recruter des professeurs, le recours aux contractuels, voire même une certaine sensation d'un sous-effectif au niveau des fonctionnaires. En 2009, Martine Aubry, qui était première secrétaire du PS, disait « Les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut tout privatiser ? L'État français est-il à vendre ? Pour faire un petit état des lieux de ces questions, on a réfléchi à quelques idées reçues. Donc la première, c'est l'État est en faillite, il faut diminuer les dépenses publiques.
La deuxième, c'est le privé, c'est plus efficace que le public. Ensuite, les fonctionnaires sont trop protégés. Et enfin, le démantèlement de l'État, c'est la faute de l'Europe. On va commencer avec la première idée reçue. L'État français est en faillite, il faut faire des économies. Alors, pardon, c'est moi qui ai la lourde tâche de commencer. Et donc, je vais surtout m'intéresser à l'aspect, il y a trop de dépenses publiques, l'État est en faillite, on y reviendra un petit peu après probablement. Et l'idée ici, c'est que généralement, quand on entend cette idée, justement, c'est qu'on pense à l'importance des dépenses publiques dans le produit intérieur brut, donc par rapport à la richesse qui est produite dans l'économie, par exemple en France. Et comme vous le savez peut-être, on en est à peu près à 56% de dépenses publiques dans le produit intérieur brut. On reviendra tout à l'heure un peu sur c'est peut-être même un peu plus, mais pour l'instant, c'est pas ça qui compte. Et donc, souvent, on part de cette idée, 56%, c'est pas possible, on a l'impression que ça prend trop de place, et que donc, il faut réduire ces dépenses qui sont trop importantes. Mais la première chose qu'on devrait avoir à l'esprit, ou la question qu'on peut se poser, c'est quoi ces dépenses publiques? Parce qu'on a l'impression que ça signifierait que l'intervention de l'État représente 56%, plus de la moitié du produit intérieur brut. Alors, il faut savoir que d'un point de vue statistique, ces dépenses publiques, elles recouvrent 3 domaines. Il y a, dans ces 56%, il y a 30 points, 30% dans ces 56% qui représentent ce qu'on appelle les administrations de sécurité sociale. Et je reviendrai dans quelques instants sur ce que représentent ces administrations de sécurité sociale, qui ne sont pas seulement la sécurité sociale. Et puis, il y a 2 autres composantes. Il y a l'État central. Donc, en général, quand on pense dépenses publiques, on pense à l'État central. Oui, il y a l'État central, mais dans les 56, il ne représente qu'environ 16%. Et puis, il y a les collectivités locales qui représentent, elles, 10%. Donc, si on prend en compte seulement ce qu'on a tendance à considérer comme étant l'État exclusivement, ou les dépenses publiques exclusives, c'est-à-dire l'État central, les collectivités locales, en fait, ça représente 26 points ou 26% du produit intérieur brut. Donc, si on regarde ça sous cette forme-là, 26%, on ne peut pas dire que ça soit quelque chose d'énorme, d'extravagant, d'insupportable, surtout que ça représente des dépenses, donc de la consommation et en même temps de l'investissement. Alors maintenant, je voudrais revenir sur ces 30 points, ces 30%. Donc la majeure partie de ce qu'on appelle les dépenses publiques, ce sont donc les dépenses de ce qui statistiquement s'appelle les administrations de sécurité sociale. Alors bien sûr, dans les administrations de sécurité sociale, il y a la sécurité sociale. Mais ce n'est pas le plus gros morceau. Il y a aussi les retraites complémentaires, ça c'est l'ARGIRC et l'ARCO, pour ceux qui connaissent, les retraites complémentaires du secteur privé. Et puis, il y a l'assurance chômage, ou en tout cas la prise en compte du chômage, donc les ACDIC, l'UNEDIC. Et c'est quand on prend ces 3 éléments-là qu'on arrive à 30%. Alors, ça, c'est le plus gros morceau. Et est-ce que ce plus gros morceau, ça correspond à ce qu'on a tendance à considérer comme étant des dépenses publiques? Ça se discute. Alors pourquoi ça se discute? Parce qu'en fait, on a traditionnellement considéré, enfin en France en tout cas, et dans d'autres pays aussi d'ailleurs, en Allemagne d'ailleurs, on parle d'assurance sociale. Et les assurances sociales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de l'argent de côté, qu'on va récupérer par la suite. Alors on a parfois parlé de salaire différé. On a aussi parlé parfois d'épargne forcée, c'est-à-dire on est obligé de mettre de l'argent de côté, par exemple pour la retraite, et puis ensuite on va récupérer à la fin. Et alors que les dépenses publiques étatiques, comme par exemple les collectivités locales ou bien l'État central, à ce moment-là, on paye quelque chose, bien sûr, il y a des impôts, je vais y revenir, mais on ne récupère pas. Bien sûr, on va récupérer sous une certaine forme. Par exemple, ici, là, c'est en partie payé par les impôts, bien sûr, peut-être même largement. Et puis, il y a toute une série de services publics qui sont payés par les impôts, mais on ne récupère pas directement ce qu'on a mis dedans. Tandis que si on cotise pour l'assurance maladie, si on cotise pour la retraite, si on cotise pour le chômage, alors on va récupérer ce qu'on a mis dans ces assurances sociales. Et donc, l'idée principale ici, c'est que quand on parle de dépenses publiques, et c'est comme ça que les choses sont comptées, pour des raisons de comparaison internationale, en fait, on mélange des choses qui sont différentes.
Et de mon point de vue, en tout cas. Et le plus important, c'est ce qui est du domaine donc de ces dépenses d'assurance sociale au sens large, avec le chômage notamment. Alors, j'ai encore 1 ou 2 minutes, ouais. Ce que je voulais ajouter également, c'est qu'il y a un deuxième aspect aussi. Bon, comme je suis économiste, les statistiques, ça m'intéresse. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, 56% du produit intérieur brut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on calcule un pourcentage, c'est un rapport, un ratio, donc il y a un dénominateur et un numérateur. Et ce pourcentage, il dépend pas seulement des dépenses. Quand on dit les dépenses, c'est de l'argent, c'est des milliards d'euros. D'accord ? Mais quand on le compare au produit intérieur brut, ça dépend aussi de la taille du produit intérieur brut. Et quand le produit intérieur brut, c'est-à-dire quand la croissance se ralentit, quand on a une crise du Covid, à ce moment-là, quand on fait le rapport, on fait la division, un ratio c'est une division, eh bien le pourcentage ou le ratio augmente. Et donc j'ai dit tout à l'heure, on est environ à 56%, mais vous avez pu trouver des chiffres dans la presse qui sont exacts d'ailleurs, on serait à presque 60%. Mais pourquoi 60%? Parce qu'on est dans une situation où c'est la suite de la crise du Covid et le produit intérieur brut s'étant un peu rétréci. Quand on divise les dépenses qui, elles, ont augmenté, notamment en particulier à cause du Covid, par un produit intérieur brut qui, lui, s'est un peu rétréci, alors le pourcentage, il augmente. Donc le message ici, c'est... il ne s'agit pas de faire juste des calculs pour les calculs, c'est que quand on prend le chiffre en pourcentage, il faut se méfier. Il faut plutôt regarder sur plusieurs années que le dernier chiffre, ce qui parfois est mis en avant, et donc les 59 ou 60% qu'on met en avant parfois maintenant, ils sont pas représentatifs. C'est le résultat d'une situation tout à fait particulière, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit plutôt 56. Dans cette idée reçue... Vous m'entendez? Oui, parfait. Dans cette idée reçue du « il faut réduire la dépense publique », il y a l'idée qu'on n'arrivera peut-être pas forcément à payer à terme les dettes. Donc concrètement, en tant qu'économiste, est-ce que ce « il faut » se justifie? Est-ce qu'il faut vraiment réduire ces dépenses publiques? Est-ce que là, vous venez d'expliquer comment elles étaient calculées, mais est-ce qu'il faudrait, d'un point de vue économique, travailler à leur diminution? Alors, une partie de la réponse, c'est déjà qu'elles ne sont pas si importantes que ça. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Le deuxième aspect, c'est quand on veut les réduire, c'est par rapport à quoi? Alors, il y a ce que vous avez indiqué, l'importance de la dette, mais ça, c'est pas tellement les dépenses, ça, c'est plutôt le déficit. Alors, c'est vrai qu'il y a un déficit, on va se le garder pour un peu plus tard. Pour l'instant, restons sur les dépenses. Et par rapport à quoi? Donc, il y a la question des comparaisons internationales, c'est souvent... les comparaisons internationales, on va dire la France, elle est tout au-dessus, alors que d'autres pays sont beaucoup plus bas. Mais une des raisons qui explique ces écarts, c'est justement ces dépenses sociales, de la sécurité sociale que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont différentes selon les pays. Et donc, la comparaison internationale, si on ne tient pas compte du fait que, dans certains cas, la maladie est largement prise en charge, dans d'autres cas, c'est pas pris en charge, c'est pas vraiment exact, c'est plutôt faussé. Ou pour la retraite, par exemple... Par exemple, en Angleterre, la retraite publique, c'est pas grand-chose, mais en France, c'est quand même plus. Donc, à ce moment-là, d'accord, on paye plus, mais on obtient plus. Alors, est-ce que c'est pas plus mal? Bon, ça se discute aussi, mais ça mérite d'être vu aussi comme ça. Quand on a dans le domaine d'assurance, c'est combien on paye pour combien on reçoit. C'est pas seulement combien on paye. Et l'autre aspect, c'est, j'arrive à votre question, le déficit dépend aussi des dépenses, oui, mais de combien on paye. Et du côté de combien on paye, donc c'est les impôts. Et alors là, je vais probablement, vous êtes bien assis, vous surprendre, les impôts diminuent. Partout, on entend, ils augmentent. Eh oui, mais en fait, ils diminuent. Depuis une trentaine d'années, ils diminuent. Alors, je fais un peu de provocation, il y a quelque chose qui augmente, je vais y arriver. Mais les impôts tels qu'on les considère, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, ils diminuent. Depuis au moins une trentaine d'années, le taux maximum, ce qu'on appelle le taux marginal, il a largement diminué. Et les autres aussi ont un peu diminué. Il y a toute une série de niches fiscales qui permettent aussi de réduire l'impôt sur le revenu. Il y a d'autres impôts qui ont disparu. Alors moi, je suis assez vieux pour me rappeler qu'à une certaine époque, quand on voulait une carte d'identité, il fallait payer. Quand on voulait une vignette pour la voiture, il fallait payer. Et une partie de ces impôts-là, qui sont peut-être pas grand-chose, mais ils ont disparu. La taxe d'habitation, elle a disparu également pour la quasi-totalité de la population. Et
elle va finir par disparaître cette année. Du côté des entreprises, la taxe professionnelle a disparu, elle a été remplacée par une cotisation, mais qui est beaucoup plus faible et qui est en voie de disparition. Et cette année, le gouvernement commence à faire disparaître toute une série d'impôts de production. Il y a à nouveau, je suis assez vieux pour me rappeler d'une époque où la TVA pouvait aller jusqu'à 33%. Elle n'existe plus. Le maximum, certes, ça a un peu augmenté récemment, mais c'est 20%. Donc, je suis désolé, les impôts diminuent. L'impôt sur les sociétés, le taux de l'impôt sur les sociétés, il a aussi diminué. Je suis encore assez vieux pour me rappeler d'une époque où c'était 50%, et pas seulement en France. Tout ce que j'ai raconté, c'est pas que en France. Donc, le taux d'imposition diminue un peu partout. Mais il y a effectivement quelque chose qui augmente et qui change. C'est le fait qu'on remplace des cotisations sociales par des prélèvements sociaux qui, eux, sont du domaine de l'impôt. Donc, les impôts qui augmentent, ce sont les impôts sociaux pour financer les assurances sociales dont j'ai parlé, qui auparavant étaient plutôt financées par des cotisations sociales qui portaient, pour l'essentiel, sur les employeurs, alors que maintenant, au niveau du SMIC, il n'y a plus de cotisation sociale employeur et qu'il y a des rabais jusqu'à 1,6 voire 2,5 fois le SMIC. Donc, les cotisations sociales, elles baissent et on les remplace par quoi ? On vient de supprimer la cotisation maladie et la cotisation chômage des salariés. Et on remplace ça par quoi ? Du côté des entreprises, par des subventions, et du côté des salariés, par la CSG. Et aussi, on met les retraités à contribution. Alors, eux, ils ont le droit de se plaindre parce que pour eux, ça augmente. Ça, c'est vrai. Parce que du côté des salariés, c'est grosso modo une substitution, mais les retraités, eux, ils payent vraiment plus qu'avant. Et pourquoi ? Parce qu'on les fait participer au financement de l'assurance maladie, alors qu'auparavant, puisque les cotisations sociales, elles portaient sur le salaire, et que quand on est retraité, il n'y a plus de salaire, c'est une retraite, il n'y avait pas de cotisation sociale. Donc la CSG, c'est un moyen aussi de faire payer les retraités, alors qu'avant, ils ne payaient pas. Mais ça, effectivement, ça augmente, et de façon assez importante. Et c'est probablement en partie ça qui justifie le... Mais je termine en répondant à votre question. Quand on a des dépenses qui continuent à augmenter, même si c'est modestement, quand on a des réductions de la fiscalité importantes, avec des subventions pour compenser les diminutions qui ont été faites, par exemple, en cotisation sociale. Certes, de l'autre côté, il y a des augmentations de prélèvements sociaux, mais ça ne compense pas tout. Entre les deux, il y a un déficit. Et le déficit, il va donner de la dette, oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelques mots à apporter sur cette idée reçue, Brice Nocenti ? Très rapidement, vraiment pour peut-être qu'on passe à la discussion. Une des conséquence de ce discours qui dit qu'il faudra réduire les dépenses publiques, et une des conséquences de ce que tu viens de dire, c'est qu'à la fin, ça pèse sur les services publics concrets, en fait. Une fois qu'on a mis à l'écart les dépenses de redistribution, les dépenses d'assurance chômage, de retraite, d'assurance maladie, etc., qu'est-ce qui reste pour financer les services publics concrets ? Donc pour payer les infirmières et les médecins hospitaliers, pour payer les profs, pour payer les agents des impôts, et pour faire en sorte que les services publics de terrain, dans les quartiers, dans les zones rurales, continuent d'exister. Et bien justement, ce débat qui est focalisé sur la réduction des dépenses publiques, il a mis une pression énorme sur les dépenses salariales des fonctionnaires. Et la conséquence, c'est qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires dans l'État. Dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de soignants, mais les besoins avec la population qui vieillit sont de plus en plus forts, donc les soignants sont en sous-effectif chronique. Et dans les mairies, avec la décentralisation, les mairies, les départements, les régions ont de plus en plus de responsabilités et de politiques publiques à faire. Donc les effectifs augmentent, mais pas autant que ce qu'il faudrait pour les besoins. Un dernier mot là-dessus, quand on dit 60% du PIB, c'est des dépenses publiques, il y a un autre chiffre qui est peut-être plus parlant, c'est si on regarde en pourcentage des salariés. Dans la population française, il y a 10% de personnes qui ont un emploi, qui sont à leur compte, qui sont artisans, qui sont commerçants, 90% de salariés. Parmi les 90% de salariés, il y a à peu près 19-20% d'agents publics qui sont dans les collectivités locales, dans les mairies, les départements, les hôpitaux, et dans les ministères, les universités, les établissements de l'État. Un chiffre intéressant, c'est ça. Il y a 19% des gens qui font tourner les services publics aujourd'hui, mais qui ont du mal à le faire parce qu'il y a une pression assez forte sur les dépenses publiques depuis très longtemps, malheureusement.
Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez envie de réagir dans la salle sur cette idée reçue, qui est donc, je le rappelle, que l'État est en faillite et qu'il faut réduire les dépenses publiques, ou des questions vis-à-vis des interlocuteurs par rapport aux réponses qu'ils ont pu apporter? Oui. Alors, attendez, je vais faire passer le micro. Comme c'est enregistré, ça sera plus simple aussi. Ah, c'est enregistré. On ne verra pas, il y a juste la question qui est en moment. Oui, moi, je m'interrogeais sur la façon dont l'État justifie actuellement les politiques menées, qui visent à cette réduction des services publics, notamment le sujet très particulier qui me préoccupe, c'est la suppression de la taxe sur l'audiovisuel public. Dans quelle mesure ça peut, quelles conséquences ça peut avoir et quelles inquiétudes on peut avoir à ce sujet, et comment ça s'est aligné avec cette statistique générale d'une diminution en fait des impôts et des contributions. La question de la redevance, donc. Alors, vous avez tout à fait raison. Ça pose un problème. Il y a deux aspects. Il y a un aspect que je ne vais pas vraiment développer, qui concerne la pérennité de l'existence même d'un service public de l'audiovisuel. Alors, au passage, je dis que même aux États-Unis, qui est considéré comme le temple du capitalisme et du privé, il y a des chaînes publiques. Il y a une chaîne publique, PBS, Public Broadcasting System. Donc, même aux États-Unis, il reste quelque chose de public. Mais je ne vais pas trop développer ce sujet-là, je vais parler plutôt du côté plus économique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Mais l'autre aspect, c'est d'abord pourquoi ça a été fait, comment c'est justifié, pardon. C'est factuellement justifié par la disparition de la taxe d'habitation, parce que la redevance était payée en même temps que la taxe d'habitation. Alors on pourrait se débrouiller pour fonctionner autrement, hein, mais c'est la justification technique, technocratique. Plus de taxes d'habitation, donc plus de redevances audiovisuelles. Alors maintenant, l'aspect économique aussi, c'est que, et c'est pas le seul domaine où on supprime un financement spécifique qu'on va remplacer par une subvention. Et là où ça devient possiblement inquiétant, c'est que ensuite la subvention, c'est l'État qui décide. Alors on va dire la redevance aussi, c'était déjà l'État qui décidait. Mais la redevance faisait qu'il y avait une somme qui était préaffectée. La subvention ou le financement qui va être décidé, il peut être pris, redonné, modifié, diminué. Et en généralisant, c'est ce qui se passe avec les collectivités locales. Quand on a, depuis des années, en supprimant certains financements des collectivités locales, dont la taxe professionnelle et maintenant la taxe d'habitation, bien sûr, ça a été remplacé par quelque chose. Mais un quelque chose sur lequel les collectivités locales n'ont plus de la maîtrise. Et c'est une manière aussi pour l'État central de faire ce que mon collègue indiquait, d'essayer de contraindre les collectivités locales à dépenser moins. Parce qu'on empêche, en maîtrisant la subvention, on peut donner des contraintes supplémentaires aux collectivités locales, mais on ne leur donne pas assez d'argent pour le faire. Et à ce moment-là, les collectivités locales, elles doivent mettre en place des mesures de restriction, ou en tout cas essayer, c'est l'intention. Et donc, pour revenir à votre sujet, on pourrait penser que ça risque d'être la même chose avec l'audiovisuel public. Et du coup, de quand vous datez cette tendance du passage d'une logique de prélèvement à une logique de subvention? Est-ce que vous voyez là-dedans une tendance généralisée, et à partir de quand vous la voyez, vous, émerger? Est-ce que c'est les années 80? Est-ce que c'est avant? Je dirais c'est même plutôt les années 90. Alors ça dépend dans quel domaine. C'est parce que dans le domaine du marché du travail, c'est plutôt les années 90. Pour le reste, c'est peut-être même plus récent. Je dois dire que je n'ai pas réfléchi à cette question. En revanche, je peux vous expliquer... j'ai déjà en partie expliqué d'où ça vient. L'idée, c'est... Il y a la volonté de réduire des impôts. Donc ça, c'est vendeur. Pour les élections, on dit on va vous supprimer des impôts. Et les institutions qui bénéficiaient de ces taxes, elles disent mais nous, alors comment on vit? Et alors l'État dit mais vous inquiétez pas, je vais remplacer.
Mais l'État, il n'a pas, comme je l'ai indiqué aussi tout à l'heure, ses ressources diminuent d'une certaine façon. Donc, même s'il ne le souhaitait pas, enfin, bon, ça peut être l'intention, hein, mais dans la réalité, il n'a plus assez d'argent pour en distribuer à tout le monde. Et encore un mot, après je passe, j'arrête. Il faut que vous sachiez que, par exemple, il y a à peu près en ce moment la moitié de la TVA qui ne sert plus à financer l'État central, parce qu'elle a été distribuée en partie à la sécurité sociale, en partie aux collectivités locales. Donc, l'État central s'appauvrit. Je voyais qu'il y avait une autre question, peut-être dans la salle. Non? Autant pour moi. Bon, écoutez, on va pouvoir passer à la deuxième idée reçue, qui est un lieu commun qu'on entend assez souvent, qui est que le privé serait plus efficace que le public. Alors, pour examiner ce lieu commun, on va commencer avec Brice Nocenti cette fois-ci. Alors, il découle de ce qu'on a dit tout à l'heure que forcément, s'il y a une pression assez forte sur les dépenses publiques, comment on fait pour rendre les services publics malgré tout, pour que les hôpitaux tournent, pour qu'on soigne des gens, pour qu'on ait des services d'éducation, des services des impôts, etc. Et si on regarde un discours qui a été de plus en plus fort au cours des 30 dernières années, il y a un discours qui vient notamment du sommet de l'État, d'une partie des hommes politiques et d'une partie des hauts fonctionnaires qui dirigent les administrations. Et c'est un discours qui dit qu'il faut gérer les administrations comme des entreprises pour qu'elles soient plus efficaces. Donc quand on a un problème de pression sur les dépenses publiques, une réponse possible qui a été celle des services centraux des ministères, ça a été de dire qu'on va s'inspirer de ce qui se passe dans les grandes entreprises et que vu qu'on va être plus efficace, on va pouvoir continuer à rendre des services publics de qualité dans un contexte où on a de moins en moins d'argent public pour les financer. Et nous, en sociologie, on aime bien aller voir, quand on a des grandes idées comme ça, comment ça se passe quand on va les voir sur le terrain. Donc, notre travail, c'est en partie d'aller voir auprès des fonctionnaires, auprès des soignants, auprès des agents des impôts, comment est-ce que ça marche ou que ça marche pas quand on essaye d'organiser les administrations et les services publics comme des entreprises. Puis on essaye aussi d'aller voir ce qui se passe du côté des usagers, du côté des populations. Et ce qui se passe des fois, c'est que justement les services publics se retirent des territoires parce qu'il y a des services publics qui ne sont pas jugés rentables et qu'on les fusionne avec d'autres. La maternité ferme, elle va dans un hôpital qui est situé plus loin de la ville où vous habitez, du quartier où vous habitez, parce que c'est une question de rentabilité. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? On va avoir des agents des impôts qui vont avoir des objectifs chiffrés. Ils vont devoir produire tant de dossiers d'imposition pour tant de personnes. Ça fait qu'ils doivent atteindre des objectifs de productivité qui sont assez forts. On va à Pôle emploi, on a des conseillères Pôle emploi. Elles ont des objectifs chiffrés. Elles doivent placer tant de chômeurs auprès des entreprises. Elles doivent remplir tant de dossiers, réaliser tant de prestations de services dans un temps déterminé. Et finalement, c'est la même chose à l'hôpital. L'hôpital est financé publiquement selon le type de malade et le nombre de malades qui soignent. Ça veut dire que chaque malade, on le met dans une case. Une fois qu'on a coché toutes les cases, le ministère regarde les cases cochées et il va financer que les malades qui ont été chiffrés. Et si l'hôpital n'arrive pas, avec les moyens qu'il a, à soigner les malades, on va dire que l'hôpital est en faillite. Donc, on a donné une comptabilité d'entreprise à l'hôpital, on lui a mis des chiffres de rentabilité, et on a créé une situation artificielle qui est de faire croire que les services publics pouvaient être en faillite. Bien sûr, un service public, ça ne peut pas être en faillite, c'est financé par les impôts. Mais à partir du moment où vous donnez des objectifs chiffrés de rentabilité financière et que vous dites que quand ils ne sont pas atteints, l'hôpital est en faillite, vous pouvez dire cet hôpital n'est pas rentable, je vais le fermer, et du coup, la maternité va aller dans la grande ville d'à côté, parce qu'on aura jugé que l'efficacité n'est pas atteinte dans cet hôpital-là. Donc, deux conséquences principales. Toutes ces techniques de gestion par les objectifs chiffrés empêchent assez largement les fonctionnaires de travailler, en les forçant à faire remonter des chiffres, des tableaux statistiques qui vont servir à leur hiérarchie à les contrôler. Et en fait, c'est pas efficace du tout parce que on sait pas vraiment. Il y a une contradiction énorme entre ce qui est mesuré et la réalité de ce qu'est un service public bien fait. J'insiste sur un dernier point. C'est quoi l'efficacité des services publics ? Parce que c'est une question importante en fait. Nous, on a envie, quand on est usager,
que les agents de l'État nous traitent bien, on a envie que le service soit efficace, on a envie qu'on puisse accéder à nos droits facilement dans notre quartier, dans notre village, dans notre ville. Donc c'est la question fondamentale de l'efficacité des services publics. Sauf que cette question est mal posée à partir du moment où on croit que les services publics sont mieux gérés quand ils sont gérés comme des grandes entreprises. Tout simplement parce que la définition de l'efficacité, du travail bien fait, de qu'est-ce que c'est que bien éduquer, de qu'est-ce que c'est que bien soigner, de qu'est-ce que c'est que bien rendre son service au guichet quand on est dans une mairie, c'est une question politique fondamentale et que personne n'est d'accord sur la question. Les hommes politiques ont une certaine vision de qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éducation, pour la santé, pour les impôts, etc. Les hauts fonctionnaires ont une vision aussi, puisqu'ils mesurent des objectifs chiffrés des administrations qui servent à imposer une certaine définition de qu'est-ce qu'est le travail bien fait dans l'administration. Et si vous allez voir du côté des soignantes, des agents des impôts, des conseillères Pôle emploi, vous allez vous rendre compte que leur définition du travail bien fait, comment on fait pour bien traiter un usager, qu'est-ce que c'est de bien soigner, de bien éduquer, c'est pas du tout la même chose que ce qu'il y a dans les indicateurs chiffrés, et c'est pas du tout la même chose non plus que ce qu'il y a dans la bouche du ministre régulièrement. Donc, il y a un large débat à avoir sur l'efficacité des services publics, mais pour avoir ce débat, il faut écouter, ce que pensent les fonctionnaires de terrain et comment, d'après leur propre travail, on peut améliorer l'efficacité des services publics, et 2, écouter les usagers, les vrais usagers avec qui on peut dialoguer pour améliorer les services publics, plutôt que de regarder des indicateurs chiffrés et des indicateurs financiers qui empêchent les gens de bien faire leur travail dans les services publics et qui normalisent la relation avec les usagers de manière totalement bureaucratique et procédurale, et qui fait que c'est extrêmement difficile d'avoir un service de qualité aujourd'hui, surtout quand les moyens ne sont pas du tout là pour que ça arrive. Donc l'application des dynamiques privées au public, finalement, c'est pas quelque chose qui fonctionne, c'est pas quelque chose qui est efficace, contrairement à l'idée reçue, si on devait conclure. Pour rendre non, ce c'est contre-productif souvent du point de vue des critères mêmes, qui sont les critères des décideurs et des hauts fonctionnaires. Ça veut dire qu'à la fin, quand les gens passent plus de temps à rendre compte du fait qu'ils travaillent et à prouver qu'ils travaillent en faisant remonter des chiffres, plutôt que de s'occuper vraiment de parler aux usagers et d'avoir une relation avec le public des services publics, ça veut dire qu'à la fin, c'est pas efficace du tout. Si l'efficacité du soin, il est mesuré à des soins qui sont faits le plus rapidement possible, avec le plus de productivité, avec des lits qui sont managés pour qu'au maximum, il n'y ait jamais de lit vide et qu'on puisse avoir un hôpital qui est rentable, bah ça arrive que dès qu'il y a une crise sanitaire et une situation d'urgence, il n'y a plus de lits, il n'y a pas assez de soignants pour s'occuper des gens, parce que l'hôpital a été mis dans une situation de sous-effectif chronique par une politique de rentabilité qui a cherché à supprimer systématiquement tous les temps morts et tous les tous les postes de soignantes qui, en cas de crise, pouvaient permettre justement d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des données économiques aussi qui permettent d'infirmer ou de confirmer ce lieu commun, que le privé, c'est plus efficace que le public et qu'il faudrait peut-être importer des dynamiques privées dans le public? Alors, bien sûr, comme je suis un économiste, moi, l'efficacité, ça me parle, je suis plutôt favorable, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut que le privé a besoin de faire des efforts, le public aussi. On ne peut pas se satisfaire d'un système où on dirait que les services publics peuvent ne pas avoir de contraintes d'efficacité. Cela dit, comme mon collègue l'a souligné, tout dépend aussi comment on s'y prend et comment on mesure. Et dans ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique, comme mon collègue l'a souligné, on s'intéresse beaucoup à des indicateurs quantitatifs qui, à mon sens, sont utiles, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si on s'intéresse, par exemple, au nombre de malades qui ont été traités, soignés, bah c'est très bien, tant mieux, mais il faut aussi s'intéresser à comment ça a été fait, et pas simplement au nombre de personnes qui ont été soignées. Et ça, c'est en quelque sorte la différence entre, d'un côté, la quantité, et de l'autre côté aussi la prise en compte de la qualité, pas seulement du quantitatif. Maintenant, il y a aussi une autre dimension qui... puisqu'on a évoqué également le terme de rentabilité. En fait, quand on s'intéresse au domaine public, alors l'efficacité ou la rentabilité, c'est pas simplement une rentabilité, c'est pas simplement une question d'argent. C'est aussi une efficacité pour la société, une efficacité collective.
Alors que bien sûr, c'est pas la fonction d'une entreprise privée de s'intéresser au bien-être de la collectivité. Alors en économie, on parle du bien-être social, donc du bien-être collectif. Et donc, il y a toute une série de missions qui sont du domaine public, qui vont bien au-delà de la rentabilité financière et qui sont celles-là aussi parfois difficiles à mesurer ou à intégrer et qui sont probablement mal prises en compte dans la façon dont les choses sont faites à l'heure actuelle. Et par exemple, bien sûr, ça concerne l'éducation, la santé, les infrastructures qui devrait entrer en ligne de compte dans une perspective d'efficacité globale et pas simplement financière. Et il y a une dimension en ce moment qui est vraiment très importante, qui est l'environnement. Donc si on s'intéresse à l'efficacité des services publics ou de l'intervention publique, on devrait aussi intégrer pas seulement le nombre de personnes qui ont été soignées ou à qui on s'est adressé, mais les conséquences de l'action sur l'amélioration de l'environnement, ce qui d'ailleurs est fait en partie. Mais si on commençait à prendre ça en compte aussi, alors on s'apercevrait que l'efficacité des services publics va bien au-delà de juste le côté financier, et ça serait une manière de rendre bien compréhensible, de mieux comprendre l'apport que les services publics peuvent apporter au fonctionnement de l'économie globale et de la collectivité et du reste. Et je termine là-dessus. Ce que je viens de dire, c'est pas moi qui l'invente. Il y a eu un rapport il y a quelques années qui avait été demandé d'ailleurs par le président Sarkozy à des grands économistes internationaux. Et ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la manière de compter l'intervention publique en intégrant les dimensions collectives pour la société, c'était le sens profond de ce que souhaitait ce rapport. Mais pour l'instant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les statistiques, on ne tient pas compte de ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de cette idée reçue, de ce lieu commun, sur le fait que le privé est plus efficace que le public? Oui. Ça marche, oui. Je vous ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup entendu parler de services publics où on demandait des chiffres, mais qu'en est-il finalement des remplacements de services publics par du privé, simplement, par exemple, les écoles privées à la place des écoles publiques, les cliniques privées à la place des hôpitaux, ou même les administrations privées du type, je sais pas, je pense à l'URSSAF par exemple, qui est administrée de façon privée, alors que du coup c'était un système public, il me semble, avant. Qu'en est-il de leur efficacité finalement par rapport au système précédent, finalement complètement public? Je sais pas qui veut répondre en premier. On porte les deux. Allez-y. Alors, donc le problème que vous soulevez, c'est la concurrence-substitution entre des activités qui sont du domaine public et puis des entreprises ou des services qui sont privés. Bon, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. La question, disons qu'en tant qu'économiste, c'est difficile de défendre quelque chose où il y aurait un monopole total. Donc, il est assez souhaitable que, et dans une société comme la nôtre, il est assez souhaitable qu'il y ait plusieurs possibilités d'avoir accès à certains services. Maintenant, je ne sais pas si ce que vous aviez à l'esprit, c'était ce qui concerne la privatisation. En fait, on avait prévu d'en parler un peu plus tard. Donc, on pourrait peut-être déjà se demander si le recours à des services privés comme ceux-ci sont plus chers, peut-être, que si on avait gardé des services publics travaillant sur ces secteurs. Alors, c'est difficile de répondre en général. Donc, prenons des cas précis. Alors, par exemple, le téléphone. Donc, il y a un certain temps, le téléphone était uniquement un système public. Et PTT, ça veut dire poste, télégraphe, téléphone. Donc, le téléphone, c'était uniquement un téléphone public. Et puis, par la suite, donc, il y a eu l'ouverture à la concurrence. Parce qu'on peut penser privatisation dans le sens où le secteur est totalement privatisé, mais c'est pas tellement comme ça. Il y a eu des cas où ça se passait comme ça, mais c'est plutôt on autorise l'entrée d'entreprises. Alors, de prime abord, le fait qu'il y ait certaines entreprises qui soient rentrées dans le cadre du téléphone, c'est surtout le domaine évidemment du téléphone mobile, et je crois qu'on peut difficilement
critiqué le fait qu'il y a un choix dans le domaine du téléphone mobile. Cela dit, ça s'est quand même traduit par, si on regarde, parce que les aspects, l'amélioration de l'efficacité, ça se traduit aussi par des conséquences en termes d'emploi. Et donc, par exemple, dans le domaine du téléphone, des télécommunications, en fait, avec l'ouverture à la concurrence, en particulier dans le domaine des téléphones mobiles, eh bien, l'emploi total a un peu diminué. Alors qu'on aurait pu penser qu'en apportant des entreprises supplémentaires, ça allait faire augmenter l'emploi. Ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait, ce qu'on peut dire ici, c'est que finalement, il y a eu des gains qui ont eu lieu et qui ont profité aux consommateurs jusqu'à maintenant. Hein. Parce que si vous avez suivi très récemment, en fait, l'abonnement téléphonique est en train d'augmenter. Et donc, on ne peut pas dire que la concurrence, ça amène toujours à la baisse des prix. Et de ce point de vue-là, je reviens à votre question, il y a aussi une dimension qui concerne qui peut se payer le service qui va être développé. Et dans la démarche, en tout cas, qui est celle de l'Union européenne, dont on avait plutôt prévu de parler plus tard, l'idée, et je terminerai là-dessus, c'est on autorise la concurrence, ça va se traduire par une diversification des prix, et au lieu de subventionner les services, ce serait plutôt les personnes qu'on devrait subventionner à travers des allocations individuelles. Donc présenté comme ça apparaît très sympathique, mais il ne faut pas oublier ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, il faut avoir des ressources. Et si l'État n'a pas suffisamment de ressources, bien sûr, on peut subventionner directement les personnes, et c'est techniquement et théoriquement largement justifié, mais si on n'a pas assez de ressources pour le faire, alors ce qui existait auparavant, ce qui se met en place est moins favorable que ce qui existait auparavant. Bon, mais c'est trop. Il faudrait regarder chaque cas particulier. Merci beaucoup. Et sur cette question, d'un point de vue peut-être qualitatif. Je veux bien ajouter un mot, ouais. Pour revenir notamment sur l'éducation privée, sur les cliniques privées, puisque c'était le sens de votre question. Il y a deux choses. Déjà, la réponse quantitative, c'est qu'il y a une petite progression de l'enseignement privé et peut-être des cliniques privées, mais je suis même pas sûr. Mais c'est plutôt stable depuis assez longtemps. Ça veut dire c'est déjà un vieux débat. Il y a toujours eu une partie des forces politiques qui se sont battues pour conserver un enseignement privé catholique, notamment. Du coup, c'est un vieux débat. Il n'y a pas de progression énorme de ces institutions-là, mais c'est toujours un débat politique de quelle éducation on veut. Est-ce qu'on veut une éducation publique, égalitaire, ou est-ce que dans ce système-là, on met une part de privé qui peut créer des inégalités quand vous avez des établissements privés hyper prestigieux et quand on est une grande famille avec beaucoup d'argent, on va mettre ses enfants dans des établissements privés. Donc c'est un système qui va, au sommet en tout cas, être assez inégalitaire. Pour les cliniques privées, j'ajoute un point. Pourquoi il n'y a pas de progression énorme par rapport à l'hôpital public ? C'est qu'il y a tout un tas de choses que les cliniques privées n'ont pas envie de faire, en fait. Ça veut dire que les cliniques privées se sont spécialisées sur des soins qui sont relativement rentables de leur point de vue, parce que souvent, c'est des groupes, grands ou petits, qui ont des actionnaires et qui sont lucratifs, même s'il y a aussi une grande partie des cliniques privées qui, en fait, sont plutôt sur un modèle non lucratif. Quand on est dans du lucratif, ça veut dire qu'il y a tout un tas de pathologies qu'on n'a pas envie de soigner parce que c'est compliqué. On n'a pas non plus envie de faire des urgences ou des choses comme ça sur absolument tout, parce que sinon, il va y avoir une prise en charge qui va être difficile. Et on n'a pas envie de le faire partout, parce que si on est dans un quartier relativement pauvre avec des gens qui n'ont pas les moyens, ça n'intéresse pas forcément les cliniques privées d'aller sur ce marché-là, en fait. Donc là, on est plutôt dans un système où les cliniques privées, du point de vue de leur rentabilité, arrivent à amasser des profits, pendant que de l'autre côté, l'hôpital public doit en plus gérer des situations difficiles, parce que c'est l'hôpital public qui est dans les grandes villes, dans les quartiers, dans toutes les régions pauvres dans lesquelles il y a des situations sociales qui sont tendues. Et ça veut dire que les soignants doivent gérer toutes les difficultés quotidiennes des gens, en plus du travail médical, et que ça, c'est du service public. D'ailleurs, les soignants se plaignent de ne pas avoir le temps de le faire comme il faut, parce qu'ils ont des impératifs de rentabilité, pas de financier en tout cas, et qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire.
Mais les cliniques privées n'ont pas envie de faire ça. Donc si on regarde à l'échelle d'un service public, finalement, ça ne fonctionne pas très très bien, les cliniques privées, puisqu'elles ne prennent pas en charge tout ce qui concerne la santé actuellement, si je comprends bien. Bah, ça fonctionne bien dans leur modèle à elles. Si le but, c'est de sélectionner des pathologies avec lesquelles, quand on est une clinique privée lucrative, on peut avoir un modèle économique qui permette de ramener des dividendes pour les actionnaires, ça fonctionne. Oui, mais si pour le but, soigner c'est largement, d'avoir un système de soins le plus égalitaire possible, ça marche pas. Ou alors on est dans le modèle états-unien. Le modèle états-unien, c'est qu'il est principalement privé, les grandes assurances sont privées, les systèmes de santé sont privés, et du coup la part des dépenses de soins dans le produit intérieur brut est beaucoup plus énorme qu'en France. Les soins sont beaucoup plus difficilement accessibles, et du coup le système est extrêmement inégalitaire, parce que justement il est privé et qui va vendre des soins au rabais à une large partie de la population états-unienne. Oui, je voulais me permettre de rajouter ce que vous avez, les deux secteurs que vous avez signalés c'est un peu compliqué parce qu'ils sont tous les deux contrôlés malgré tout par l'État. Donc les cliniques privées, elles sont sous le contrôle des agences régionales de santé. Donc elles aussi, elles subissent en partie les contraintes de la politique de santé, mais il y a une grande différence que je me permets d'ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est les dépassements. C'est là où les choses changent beaucoup, c'est-à-dire que dans l'hôpital public, les dépassements sont très rares, ils ne sont pas interdits, alors que dans les cliniques privées, vous pouvez avoir beaucoup plus de dépassements, même s'il y a un certain contrôle, et c'est probablement là qu'on voit la différence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question sur ce sujet dans la salle? Oui. Bonsoir. Oui, sur cette question de la rentabilité des services publics, je me demandais, c'est un peu prendre la question à l'inverse, mais à certains moments, quand il y a eu des privatisations comme celle de l'aéroport de Paris ou d'autoroutes, on entend aussi comme idée dans les médias, je ne sais pas si c'est une idée reçue, que c'est des services rentables et qui vont être privatisés. Donc je me demandais si c'était vrai qu'ils étaient rentables, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on les privatise ? Alors, sur l'aéroport de Paris, je me charge des autoroutes. on pourra en dire deux mots chacun. Ouais. Donc, sur les aéroports de Paris, peut-être? Ah, je pensais que tu voulais commencer. Non, vas-y. Bon, d'accord. Alors, oui, c'est vrai que dans les deux cas, ce sont des services qui sont relativement rentables. Mais c'est pas pour autant qu'ils doivent être privatisés parce qu'ils sont rentables. Parce que on comprend bien que si l'État privatise tout ce qui est rentable, il se retrouve qu'avec ce qui est déficitaire, et c'est pas une très bonne opération. Donc, en fait, ça devrait pas être le critère. Hein. Le critère, ça devrait plutôt être: est-ce que l'activité en question, il est justifié qu'elle soit publique ou non? Et donc, est-ce que c'est dans le domaine du bien commun ou pas? Et à ce moment-là, donc, par exemple, pour les autoroutes et aéroports de Paris, on peut penser que les aéroports de Paris, c'est une infrastructure essentielle. Et les infrastructures essentielles, il est assez normal qu'elles soient du domaine public. Il faut qu'elles servent à tout le monde. Alors, tout le monde, c'est qui, là? C'est pas seulement les touristes, hein, c'est aussi tous les transporteurs, c'est toutes les compagnies qui atterrissent dessus pour qu'il y ait une certaine égalité entre elles. Alors, en plus, les autoroutes, c'est encore pire, je dirais, de ce point de vue-là, parce que quand on privatise les autoroutes, on donne un monopole. Donc c'est totalement contradictoire avec même ce que peut raconter la théorie économique, puisqu'on donne un monopole à des entreprises qui, c'est encore mieux, c'est des entreprises de travaux publics. Donc elles se servent au passage, parce que pourquoi? Les autoroutes, il faut les construire, il faut les agrandir. Et comme on vend les autoroutes à des entreprises de travaux publics, eh ben, c'est elles qui décident qu'elles vont construire. Donc c'est une très bonne affaire. Donc là, franchement, il n'y a pas vraiment de justification, sinon que, comme on l'a dit il y a quelques instants, l'État avait besoin d'argent. Donc on vend les bijoux de famille. On vend la poule aux œufs d'or quelque part aussi à travers ce que vous dites. Et en plus, dans le cas des autoroutes, ça veut dire que on vend les investissements publics qui ont été faits au cours des 50 dernières années. Donc au moment où il fallait construire le réseau autoroutier et où, il y a d'autres problèmes avec ça, ça a aussi construit notre société avec le modèle de la voiture individuelle, et maintenant on est obligé d'avoir cette voiture pour aller travailler si on est loin de l'autre travail. Mais
c'était une infrastructure publique de taille sur laquelle il y a toujours des enjeux énormes, et on a décidé à un moment que ça pouvait faire du profit pour d'autres, avec une fausse concurrence, comme tu l'as dit, c'est un monopole, mais ça veut dire qu'il y a une concurrence au niveau national, parce que c'est pas toujours Vinci, mais parfois c'est d'autres grandes entreprises qui ont d'autres portions du territoire, mais si vous voulez aller d'un point A à un point B, c'est un monopole, donc ils peuvent régler les tarifs comme ils le souhaitent, et ça n'a aucune justification, ni économique, ni autre. La principale justification, c'est que c'est un choix politique fait à un moment donné, dans un contexte donné, avec des contraintes, et puis aussi avec un choix idéologique de vendre ces infrastructures-là, enfin de les vendre, en tout cas de les donner en concession à long terme à des grandes entreprises. Ouais, je me permets d'ajouter une précision. Les tarifs sont contrôlés, sauf qu'ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des problèmes de contrat, et l'État est... Et là, ça renvoie à la question des cabinets de consultants. L'État est pas très... Alors, soit il le fait intentionnellement, ou alors il est pas très malin quand il négocie des contrats, et il a tendance à se faire rouler. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait encore une question sur ce... Oui ? Moi, je voulais revenir sur donc le sujet dont on parlait précédemment, c'est-à-dire la gestion des services publics comme une entreprise, en leur mettant des objectifs chiffrés, etc. Donc, on peut prendre l'exemple de l'hôpital, mais visiblement, on a une politique qui semble se diriger vers la même chose avec les écoles également. Enfin, on a eu des déclarations à ce sujet, en tout cas, et quelques petites avancées. Est-ce que, d'une certaine manière, ça témoigne pas aussi d'un refus de réfléchir et de proposer des solutions de manière centralisée? C'est-à-dire, on demande à chaque établissement, qu'il soit un hôpital, etc., c'est-à-dire on lui donne moins de moyens, on lui donne des objectifs précis, et ensuite, le moyen concret d'améliorer le service et de l'optimiser, et ben en fait, nous, on n'y réfléchit pas en tant que gouvernement ou en tant que décideur, et on les laisse se débrouiller. Donc, est-ce que c'est pas soit un aveu d'échec des politiques qui ont essayé de proposer des choses, ou juste un refus de résoudre les problèmes directement et de les laisser aux personnes concernées? Alors, je dirais que dans la plupart des cas, c'est plutôt le contraire. Ça veut dire que vous avez un discours qui est de dire, bon, ben, on n'a qu'à donner des objectifs chiffrés aux universités, aux agences Pôle emploi, au lycée, à tout ce que vous voulez, aux hôpitaux, et puis après, ils vont pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent, ils vont pouvoir mener leur politique localement, c'est le directeur de l'établissement qui va choisir, donc le proviseur, il peut faire sa politique, le directeur d'hôpital, il peut faire sa politique, du coup c'est très bien, parce que c'est plus proche du terrain, et vu que c'est plus proche du terrain et que les gens peuvent faire leur politique, c'est plus efficace. Ça, c'est le discours officiel. La réalité, c'est plutôt l'inverse, à savoir que quand on va faire des enquêtes de terrain dans les administrations en question, on observe que la gestion entrepreneuriale, par les chiffres, elle a conduit à une centralisation énorme d'un système qui était parfois déjà centralisé avant. Dans le cas des hôpitaux, par exemple, dans les années 80, les hôpitaux, ils étaient dirigés par le maire, présidés par le maire et dirigés par les médecins. Donc c'était des hôpitaux locaux, dans le cadre d'une politique locale, où de fait c'était les médecins qui étaient une profession, qui est toujours une profession supérieure, très diplômée, qui avaient une marge d'autonomie extrêmement forte pour décider de ce qui se passait dans l'hôpital, tout simplement. Depuis qu'on a ces politiques de gérer les hôpitaux comme des usines à soins et comme des grandes entreprises de santé, vous avez une ligne hiérarchique extrêmement claire qui va du ministère de la Santé au directeur général de l'ARS, au directeur de l'hôpital, qui ensuite donne des ordres à un chef de pôle qui est médecin, qui va lui-même devoir relayer ça dans son service. Et pareil pour les infirmières, puisque les cadres de santé et les dirigeantes des cadres de santé vont aussi être jugés sur ces objectifs avec des directives qui viennent d'un petit peu partout. Donc il y a plutôt souvent une recentralisation assez forte des services publics qui est assez peu efficace, alors que tout le discours disait que ça allait être génial, tout allait être décentralisé, parce que les entreprises en interne, elles sont décentralisées. Mais en fait non. Les grandes entreprises sont extrêmement centralisées de manière financière. On laisse une autonomie aux différentes usines d'une entreprise automobile tant que ça se passe bien et que les objectifs sont atteints. Mais dans le cadre de procédures, de normes, d'indicateurs chiffrés qui sont présents et d'une ligne hiérarchique qui est extrêmement structurée.
Et en fait, c'est plutôt ce modèle-là qui se retrouve dans les services publics après. Donc ça donne encore plus de pouvoir de décision aux fonctionnaires parisiens qui sont coupés du terrain parce que leurs chiffres ne leur permettent pas de comprendre ce qui se passe dans la réalité avec les vrais gens. Et on reviendra sur les hauts fonctionnaires d'ailleurs. Il y a une question ici ? C'est pour rebondir sur la question qui a été posée, j'ai l'impression que c'est une question qui parle pas mal de planification, enfin, d'une certaine manière. Et est-ce que, comment cette perspective-là de la planification de l'action publique, des services publics, elle s'intègre, par rapport à ces idées reçues, parce que pour le coup, c'est une idée sur laquelle il y a énormément d'idées reçues aussi. Mais est-ce que c'est une perspective qui est possible, qui est envisagée, envisageable, ou est-ce que c'est une perspective qui est définitivement écartée au profit d'une approche beaucoup plus néolibérale du service public, en fait? De planifier l'action publique. Planifier l'action publique, ouais. Tu veux dire un mot? Tu veux que j'aille? Oui. Donc là, vous faites référence à la planification telle qu'elle pouvait exister jusque dans les années 1980, c'est ça? Parce qu'il y avait un commissariat général du plan. C'est à ça que vous pensez? Et puis on a un ministre, non plus maintenant, mais il y a eu un ministre il n'y a pas longtemps qui était censé se préoccuper de planification, mais maintenant c'est plutôt dans ce domaine-là, hein, c'est plutôt de la planification, enfin c'est pas la planification au sens habituel du terme, c'est de la planification stratégique sur les grands enjeux futurs. Donc c'est pas pour indiquer des consignes précises. En revanche, il y a une sorte d'étatisation, comme l'a dit mon collègue. Ok. Non, c'était pour... parce que j'avais l'impression qu'il ne fallait pas confondre centralisation et planification, justement, et que dans la question, il y avait cette idée de ça serait désirable une plus grande planification. Ça veut dire que... Je sais pas, de toute façon, les politiques publiques, par définition, sont planifiées. Effectivement, il y a dans un certain nombre de cas, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vraie politique et que la politique, ce soit de mettre en concurrence des établissements pour qu'ils améliorent leurs chiffres. On peut se dire que c'est un modèle industriel, marchand, qui n'est pas une vraie planification. Mais c'est une planification, en fait. Ça veut dire qu'il y a une certaine politique publique. C'est parce que au niveau national, on a un ministère de la Santé qui a décidé qu'il fallait développer l'ambulatoire, soigner les gens directement à l'hôpital dans la journée, puis qu'ensuite ils rentrent chez eux, qu'il fallait donner telle priorité et telle autre priorité dans le traitement des soins, qu'il fallait industrialiser un certain nombre de soins parce que ça coûtait trop cher à la sécurité sociale. Et dans un cadre où c'est le Parlement qui a voté la loi de financement de la sécurité sociale chaque année et qui a dit on va mettre tant pour l'hôpital public et la politique cette année ce sera ça. Donc il y a une politique planifiée, très planifiée, avec tout un écosystème de financeurs, de l'assurance maladie, de la direction de l'assurance maladie, des grandes mutuelles, du ministère de la Santé qui ont bien une politique, sauf que cette politique elle passe par mettre artificiellement en crise les hôpitaux publics en disant qu'ils sont en faillite parce qu'on leur a donné un bilan comptable et qu'on a vu qu'il était dans le rouge alors que c'est financé par l'impôt. Donc la question c'est quelle planification et quelle politique? Et quand on dit qu'il n'y a que des indicateurs, des objectifs chiffrés et qui sont neutres et qui sont objectifs, ça veut dire qu'ils sont jamais neutres, ils sont jamais objectifs. Les indicateurs chiffrés que vous mesurez, ça définit qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important dans votre politique. Donc même quand il n'y a pas de politique, il y a une politique cachée. Même quand on ne veut pas dire qu'on met pas l'argent pour que les services publics se retirent du territoire et qu'on n'ait pas des petits services publics dans les régions rurales parce que c'est pas efficace, il y a une politique publique qui consiste à retirer en partie l'État des territoires, mais elle n'est pas défendue politiquement parce qu'elle est indéfendable. Mais elle existe dans la pratique en fait. Merci beaucoup. On va passer à la troisième idée reçue, celle que les fonctionnaires sont trop protégés. C'est un statut, que ce serait un statut très protecteur, parce que notamment on ne peut pas les licencier comme on souhaite. On entend beaucoup ça. C'est souvent remis sur la place publique, la question du statut des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires sont-ils trop protégés ? Alors, les fonctionnaires sont-ils trop protégés ? On l'entend, ce discours-là, depuis assez longtemps, je pense, depuis les années 1980 en tout cas. C'est un discours qu'on a entendu assez fortement. Et en fait, avant ça, depuis la création du statut de la fonction publique en 1946. Donc il y a
un grand débat dans la société française depuis 1946 sur le statut de fonctionnaire en tant que tel, qui devrait être fonctionnaire et qui ne devrait pas l'être, et comment on doit protéger les agents publics, et on les protège de quoi? Et je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous donner un petit peu un background historique là-dessus. Pourquoi il y a un statut de fonctionnaire? 2 raisons principalement. Ça s'est passé de manière assez différente au sommet de l'État, dans les grands corps les plus prestigieux, et pour tous les petits fonctionnaires qui font les services publics au quotidien depuis longtemps. On a eu un double mouvement. D'un côté, au début du XXe siècle, il y a des très hauts fonctionnaires, donc qui ont fait des formations déjà à l'époque prestigieuses. Il n'y avait pas encore l'École nationale d'administration, mais il y avait des équivalents. Et ces hauts fonctionnaires ont revendiqué d'avoir un statut qui les protégeait de l'arbitraire du pouvoir politique. Il ne fallait pas que directement un ministre de l'époque puisse licencier un haut fonctionnaire, parce que sinon, ça voulait dire que dès qu'un nouveau pouvoir arrivait au gouvernement, il pouvait faire le ménage dans l'administration, et ça posait des problèmes éthiques, des problèmes de népotisme aussi, de clientélisme. Népotisme ? Et népotisme, ça veut dire quand on place des personnes de sa famille ou proches de son cercle de connaissances à des postes de pouvoir et de responsabilité dans l'État ou dans les entreprises. Ça vient de l'italien, nipoto. Nipoto, c'est le neveu. Exactement. Du coup, il y a des statuts qui ont commencé à se faire au niveau de ces grands corps et qui visaient à protéger en partie les directeurs d'administration de l'arbitraire du pouvoir politique. Mais au début, personne ne voulait que ce modèle-là s'applique à toute la fonction publique. Même les hauts fonctionnaires disaient « bon, bah, c'est très bien, nous on ne veut pas que les agents de la Poste ou que les enseignants ils aient un statut particulier, ils n'ont qu'à être des travailleurs comme les autres, et ça sera d'autant plus facile pour nous, à une période où le droit du travail est très peu protecteur, en fait, de gérer les services publics comme on le souhaite et d'être des vrais patrons du service public. » Bon. Dans ce contexte-là, vous avez des luttes syndicales de petits fonctionnaires assez vastes dès le début du XXe siècle et qui vont mener au fait qu'en 1946, on va institutionnaliser ce statut de la fonction publique qui ne doit pas simplement protéger les hauts fonctionnaires de l'État de l'arbitraire politique, mais qui doit protéger en fait tous les fonctionnaires. Puisque le clientélisme, ça existe aussi avec les petits fonctionnaires, et si on ne veut pas qu'il y ait de clientélisme, si on veut que les services publics soient rendus avec un esprit de bien commun, alors il faut que les gens soient suffisamment protégés pour pouvoir bien faire leur travail, qui est un travail de service public. Ça a été le résultat de conquêtes sociales assez fortes, qui arrivent dans le statut de la fonction publique de 56, et qui sont réitérées dans le statut de la fonction publique des années 1980, sous François Mitterrand. Est-ce que le statut reste le même de 56 à aujourd'hui? Est-ce qu'on garde les mêmes caractéristiques du statut de fonctionnaire? Le statut s'étend plutôt. Ça veut dire que justement, en fait, en 46, il y a un statut, mais en vrai, il y a à peu près 15-20% des agents de l'État qui ne sont pas fonctionnaires. Vous allez dans les postes et télécommunications, il y a 25% des gens qui sont auxiliaires, donc ils travaillent à la poste, dans les centres de tri, sous des conditions de travail extrêmement difficiles à l'époque. C'est une usine à courrier, et dans cette usine à courrier, qui est l'ancêtre du centre de courrier moderne, version Amazon que vous avez en tête, vous avez plein de personnes qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont contractuels, qu'on peut licencier à peu près à envie, qui ne sont pas protégés non plus par le droit du travail privé de l'époque. Et donc il y a une réticence de la part des hauts fonctionnaires et d'une partie des hommes politiques, de la classe politique de l'époque, à mettre tout le monde sous le statut de fonctionnaire et à vraiment protéger les travailleurs de la fonction publique. Donc il y a pendant très longtemps un régime contractuel qui, dans certains ministères, représente une grande partie des fonctionnaires. Donc c'est faux de dire que les fonctionnaires ont été massivement protégés tout le temps et le sont tous, parce qu'il y a toujours eu une part d'exception qui a été extrêmement forte, et ça a été une dure bataille pour ces agents contractuels de la fonction publique de réussir à intégrer la fonction publique quand ils l'ont pu. Dans les années 80, ça baisse un peu. Il y a beaucoup moins de fonctionnaires, il y a beaucoup moins de contractuels. Il y a une politique qui vise justement à étendre ce statut protecteur à de nouveaux métiers.
et à réduire un petit peu la part des auxiliaires, donc tous les gens qui travaillent à la Poste, qui est un ministère à l'époque, le ministère des Postes et Télécommunications, sont passés en grande partie sur le statut. Les professeurs d'université, il y avait beaucoup de maîtres assistants, il y avait beaucoup de statuts qui n'étaient pas des statuts de fonctionnaires, mais qui étaient des statuts précaires, qui se fonctionnarisent aussi. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, c'est à peu près la même chose dans les années 70 encore. Et dans les années 80, il y a vraiment une politique de titularisation qui dure à peu près dans les années 90. Qu'est-ce qui se passe depuis le début des années 2000 ? Il se passe l'inverse. Ces politiques qui visent à protéger les fonctionnaires contre l'arbitraire du pouvoir politique, visiblement, elles embêtent une partie de la classe politique qui aimerait bien pouvoir gérer les fonctionnaires comme des salariés de droit privé pour des raisons qu'ils pensent avoir plus de pouvoir sur un statut de contractuel que sur un statut de fonctionnaire. Donc depuis le début des années 2000, on a une remontée des contrats dans la fonction publique, de plus en plus de CDD de droit public et parfois un petit peu de CDD de droit privé, de CDI aussi dans des institutions comme Pôle emploi, où en fait c'est une administration publique, mais on a décidé que c'était le droit privé du travail qui s'appliquait massivement pour les conseillères Pôle emploi. Mais c'est pas une politique de CDIsation, c'est plutôt une politique de précarisation, où il y a de plus en plus de manières de contourner le droit de la fonction publique pour créer des postes de contractuels. Si vous êtes contractuel, ça veut dire qu'il faut se faire renouveler chaque année ou régulièrement. Ça veut dire que vous êtes dépendant de votre chef et de l'évaluation de votre chef directement pour continuer à faire votre métier. Ça veut dire que vous êtes obligé d'être d'accord. Ça veut dire que vous ne pouvez pas contester la politique de votre institution au nom de vos principes de service public, parce que si vous le faites, on ne va pas renouveler votre contrat à durée déterminée. Et ça, c'est vrai dans un service public comme dans une entreprise, bien sûr. Et dernier point là-dessus, c'est qu'on a, depuis 2017, une loi de transformation de la fonction publique qui a été votée par le Parlement au début du quinquennat Emmanuel Macron, et qui vise justement à permettre aux administrations de contourner un petit peu le statut de fonctionnaire pour recruter des personnes qui sont en contrat à durée déterminée et des personnes qui sont en contrat de droit privé également. Alors tout le monde ne cesse pas d'être fonctionnaire dès aujourd'hui, mais petit à petit, il y a de moins en moins de fonctionnaires, ça baisse lentement, mais si on poursuit dans cette logique-là pendant encore quelques années ou quelques décennies, il risque d'y avoir de plus en plus d'administrations qui contournent le statut, et donc de plus en plus de risques d'arbitraire politique, de clientélisme, parce que les fonctionnaires ne sont pas protégés pour faire leur travail de service public. Donc finalement, le statut de fonctionnaire protège du clientélisme. C'est ça qu'il faut retenir de l'intérêt de ce statut. On dit souvent qu'il est trop protégé et on ne comprend pas forcément quel peut être l'intérêt d'un statut aussi protégé. C'est que ça offre une protection, mine de rien, pour les administrés ou pour les personnes qui bénéficient des services publics aussi. Ça empêche qu'on ait directement une ligne hiérarchique qui parte du ministre et qui décide de qui on doit embaucher et de qui on ne doit pas embaucher, même si c'est jamais le ministre qui décide directement parce qu'il a autre chose à faire, sauf sur des cas potentiellement très précis. Ça veut dire que vous avez une politique et que si cette politique, elle contractualise, vous avez un risque qu'une partie des fonctionnaires perdent l'indépendance qu'ils ont durement gagnée au cours du XXe siècle face au pouvoir politique, et que donc l'administration, plutôt que d'être au service du bien commun, soit toujours au service de telles politiques données des gouvernants du moment, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les services publics. Et est-ce que les fonctionnaires sont trop protégés d'un point de vue économique ? Alors, c'est un peu rapide comme question peut-être. Oui, d'accord. Je vais ajouter quelques éléments à ce qui vient d'être dit, et je voudrais, pour commencer, souligner que la garantie que le statut de la fonction publique peut accorder à ceux qui en bénéficient, qui ne sont pas tous les gens qu'on considère comme étant fonctionnaires, parce que par exemple dans les assurances sociales, c'est pas des fonctionnaires, ça concerne aussi les citoyens, hein, c'est-à-dire que il y a l'aspect hiérarchique, mais c'est aussi pour que les fonctionnaires puissent rendre le service de façon impartiale à l'ensemble des citoyens, ce qui pourrait ne pas être le cas s'ils étaient totalement sous la dépendance de leur hiérarchie. Mais il y a une autre dimension que je voulais souligner, c'est que
le statut qui est certes protecteur, il est pas autant protecteur qu'on l'imagine. On peut quand même se débarrasser d'un fonctionnaire, hein, c'est possible. On peut licencier un fonctionnaire, même en ce moment, la rupture conventionnelle, si vous savez, la possibilité de se séparer d'un fonctionnaire de part et d'autre, enfin de façon comme un divorce à l'amiable existe en ce moment. Donc il y a toute une série de modifications qui se rapprochent de certains domaines du marché du travail de droit privé. Mais on peut aussi dire que dans ce type d'idée, hein, le statut est trop protecteur, on peut penser qu'il y a un petit peu de jalousie ou de considérer que ouais, c'est pas juste parce qu'eux, ils sont bien protégés et pas nous. Donc, alors je voudrais, sur ce plan-là, souligner que malgré tout, parallèlement à l'existence du statut de la fonction publique, depuis la Deuxième Guerre mondiale et même au-delà, du côté du droit du travail, il y a toute une série d'améliorations qui ont été faites. Et donc, ce qui serait plutôt souhaitable, c'est qu'on améliore la situation du côté des salariés du privé plutôt qu'on détériore la situation du côté des salariés du public. Et dans les faits, jusqu'à présent, grosso modo, c'est à peu près ce qui s'est fait si on prend une vision de long terme. Hein, c'est-à-dire que les salariés du privé ont progressivement gagné toute une série de protections qui n'existaient pas auparavant. Et même pour continuer encore un petit mot... Je demandais quelques exemples. À quelques exemples. Alors, déjà, il y a au niveau du licenciement, hein, il y a un droit de licenciement, alors que le patronat et certains employeurs aimeraient bien revenir à des situations antérieures aux années 70 où il était plus facile de licencier. Et donc... l'essentiel des salariés du privé sont en contrat à durée indéterminée, hein, même si le contrat à durée déterminée augmente. Il y a environ, je vais te regarder les chiffres, parce que je voulais pas dire une bêtise, voilà, c'est ça, ça concerne 75% de l'emploi, et c'est à peu près stable depuis 40 ans, contrairement à ce qu'on imagine. Bon, il y a des fluctuations, hein. Mais alors, comment on réconcilie ça avec l'idée qu'il y a il y a 90% des embauches qui se font en CDD? Le fait, c'est qu'on compte les embauches par an. Et donc, je vais vous montrer, c'est un problème mathématique. Ça va être très simple. Si vous avez 4 embauches sur 3 mois dans une année et une embauche en CDI, ça fait 5 embauches au total. Et dans ces 5 embauches, il y en a 75% qui sont en CDD. Et pourtant, il y a quand même un CDI qui compte pour toute l'année. Mais les CDD, comme ils sont de plus en plus courts, alors ils vont compter un grand nombre de fois. Alors, je ne suis pas en train de dire que la précarité n'existe pas. Je suis juste en train de dire que le statut, enfin, c'est pas un statut, mais la situation des salariés du privé s'est largement améliorée sur la période qu'on est en train d'évoluer. Et la précarité n'est pas aussi forte qu'on l'imagine, même si même si elle s'est dégradée. Et la précarité touche maintenant aussi la fonction publique. Voilà. Donc il y a un certain équilibre en quelque sorte des deux côtés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette idée reçue et sur les idées reçues autour du statut de fonctionnaire, d'ailleurs, de manière générale ? Bon, on va passer à l'idée reçue suivante, celle du fait que le démantèlement de l'État est imposé par l'Europe, et par l'Union européenne plus précisément, qui imposerait de se séparer de certains services publics ou d'ouvrir à la concurrence. Est-ce que c'est vrai d'un point de vue économique? Alors voilà, on va répondre maintenant à l'autre partie de la question. Je me souviens plus, c'était par là. Voilà. Alors, quand on regarde les traités européens, eh bien, en fait, ils font une place aux entreprises publiques, à l'intervention publique et aux services publics. Donc, en principe, ils sont tout à fait acceptés et il ne devrait pas y avoir, de ce point de vue, on ne doit pas pouvoir dire comme ça, l'Europe empêche l'existence d'intervention publique. Et ils sont même reconnus, c'est dans les traités. Voilà. Donc la privatisation, elle n'est pas imposée par principe par l'Union européenne. Et par exemple, quand on a parlé tout à l'heure d'Aéroports de Paris ou bien des autoroutes, c'est pas l'Union européenne qui a dit au gouvernement français privatiser Aéroports de Paris ou bien privatiser les autoroutes. C'est bien le gouvernement français qui est tout seul dans son coin décide pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment. Ça peut être idéologique, mais ça peut être aussi pour des besoins d'argent. On va vendre des entreprises parce qu'on a besoin d'argent. Et depuis 1986, il y a effectivement eu un grand nombre de privatisations, alors pour des raisons politiques,
mais aussi pour des raisons financières, parce que ça a été un moyen de récupérer de l'argent, parce qu'il y avait des besoins. Alors, cela dit, il y a malgré tout, du côté de l'intervention et de l'évolution de l'Union européenne, une série de mesures qui favorisent la concurrence et qui, malgré le fait qu'en principe, les entreprises publiques sont respectées, l'intervention de l'État respectée et reconnue, malgré ces aspects de principe, dans les faits, il y a une série de mesures qui vont influencer la manière dont les entreprises publiques sont gérées, le fait la forme sous laquelle elles existent. Alors, je vais être plus précis. En simplifiant, pour développer la concurrence, maintenant, depuis les années 90, c'est pour simplifier depuis le traité de Maastricht, il faut que les entreprises publiques soient gérées comme des entreprises privées, et il faut aussi que leur statut, il y avait en France un statut spécifique qui concernait les entreprises publiques, donc ce statut, il doit être modifié pour que les entreprises publiques aient un statut de société anonyme, ce qui est le cas maintenant de la Poste ou de la SNCF. Et il y a aussi des contraintes sur leur financement, tout cela pour qu'elles soient sur un même pied d'égalité avec les entreprises privées pour des raisons de concurrence. Alors on comprend bien cette idée d'égalité, mais ça pose quand même un petit problème par rapport à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que la finalité, les objectifs ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, si l'on impose à des entreprises de fonctionner grosso modo en simplifiant de la même façon, qu'elles soient privées ou publiques, on tend à effacer leur spécificité. Alors cela dit, c'est un peu plus subtil que ce que je viens de raconter. Les services publics peuvent continuer à avoir des missions de service public qui vont pouvoir continuer à être subventionnées, mais la subvention va être surveillée par des autorités qui sont indépendantes de l'État et elle va être, comme on veut mettre sur un pied d'égalité toutes les entreprises, cette subvention, elle va être calculée de façon très minime. Et donc, dans les faits, les entreprises publiques sont corsetées. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et il y a une deuxième dimension qui est ce que vous évoquiez dans votre question, c'est qu'il y a une politique d'ouverture à la concurrence et il y a toute une série de services publics qui étaient des entreprises monopolistiques qui ont été ouvertes à la concurrence. Et à ce moment-là, donc, il y a des entreprises privées qui viennent faire ce qu'on peut appeler l'écrémage, c'est-à-dire elles s'adressent à la partie du marché qui est la plus rentable, et on retrouve le sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire si les entreprises récupèrent la partie la plus rentable, elles laissent aux entreprises publiques la partie la moins rentable, et il faut qu'elles se débrouillent avec ça. C'est pas facile, ça oblige à faire des efforts de productivité, ce qui peut avoir des conséquences sur l'emploi, et donc ça limite les capacités. Et puis, il y a une dernière dimension, et après, je m'arrête. La dernière dimension, c'est la contrainte sur l'intervention de l'État au niveau général. À nouveau, depuis le traité de Maastricht, les politiques économiques sont contraintes. C'est-à-dire que l'Union européenne oriente, d'une certaine façon, ce que chaque gouvernement peut décider, et en particulier le gouvernement français. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'est nouveau, finalement, cette volonté de gérer les services publics comme des entreprises, comme l'expliquait Damien Broussol ? Mais après, il y aurait deux réponses différentes, soit sur le cas des entreprises publiques, soit sur le cas des administrations. On peut partir sur les deux. On peut partir sur les deux. Il y a une question, c'est de savoir quel est le rôle de l'Europe, des contraintes européennes de concurrence notamment, ou des contraintes budgétaires que pose l'Europe sur les dépenses publiques de l'État français. Le rôle de ce truc-là dans justement les politiques dont on a parlé tout à l'heure, qui consistent à essayer de faire plus de services publics avec moins de moyens, et donc d'essayer de gérer les services publics comme des entreprises. Une partie de la réponse, c'est que ces tentatives de gérer les services publics comme des entreprises, en fait, elles datent pas tellement de l'Europe telle qu'on la connaît, puisqu'il y a des projets dès les années 60-70. Il y a des hauts fonctionnaires qui réfléchissent et qui se disent « Regardez, les grandes entreprises, ça a l'air génial, elles contrôlent bien leurs salariés avec des objectifs chiffrés. Et nous, on aimerait bien pouvoir faire pareil pour pouvoir contrôler le travail des fonctionnaires de terrain, parce qu'on a l'impression qu'avec le statut de la fonction publique, on ne peut pas
contrôler ce qu'ils font depuis nos ministères. Et du coup, il y a plein de projets de réforme qui sont assez vieux, qui se font dans un contexte qui n'est pas très libéral, qui est celui de la planification française des années 60. Et donc, il y a des projets qui préexistent, donc on ne peut pas dire que ce soit les contraintes européennes, on ne peut pas dire que ce soit la mondialisation, ou on ne peut pas dire que ce soit le modèle états-unien qui directement crée cette volonté de gérer les services publics comme les entreprises, puisque ça préexiste. Par contre, ce que va imposer le nouveau contexte budgétaire de la construction européenne à partir des années 1980, c'est une pression assez forte sur les dépenses publiques dont on a parlé tout à l'heure et sur le financement des services publics. Et ça fait que c'est dans ce nouveau contexte qui émerge dans les années 80-90 que ces vieilles idées qui n'avaient jamais été appliquées des hauts fonctionnaires des années 60-70, qui consistent à gérer l'État comme une entreprise, sont remis au goût du jour dans un contexte nouveau. Et cette fois, ça va servir justement à réduire les dépenses publiques, à réduire la part de l'État dans les dépenses publiques si les collectivités locales et les hôpitaux montent un petit peu. Donc la contrainte européenne, elle joue sans doute à ce niveau-là, mais sur des projets qui sont plutôt des projets de contrôle du travail des petits fonctionnaires par la haute fonction publique et par une partie de la classe politique qui était d'accord avec ces idées-là, mais qui, dans ce contexte de dépenses publiques contraintes, va amener à des pressions assez fortes sur le travail des fonctionnaires au quotidien, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc finalement, pour répondre sur le démantèlement de l'État imposé par l'Europe, oui, il y a une ouverture à la concurrence qui est demandée par l'Union européenne, mais ça ne peut pas tout expliquer, si je comprends bien vos réponses. Et la question... Non ? Oui, tout à fait. La question qui se pose, du coup, c'est qui organise ce démantèlement ? J'ai envie de poser la question. Vous parliez tout à l'heure de hauts fonctionnaires qui font passer des réformes, qui profitent finalement qui utilisent l'Europe un peu comme prétexte pour faire passer des réformes. Est-ce qu'ils ont un rôle dans ces décisions qui concernent les services publics ? Effectivement, une partie de la réponse de pourquoi est-ce qu'on a une haute fonction publique qui regarde du côté des modèles des entreprises, c'est parce que vous avez depuis un certain temps déjà des transformations assez fortes au niveau de la sociologie des élites, au niveau des parcours des hauts fonctionnaires, au niveau des aspirations des personnes qui sont au sommet de l'État. Dans les années 50, 60, 70, vous parliez de planification tout à l'heure. On était dans une économie avec une planification qui n'était pas une planification soviétique, mais qui était une planification financière. L'État donnait des incitations à toutes les entreprises pour essayer d'orienter le développement économique des entreprises d'un côté plutôt que de l'autre. Et dans ce contexte-là, qui est le contexte des années 70, on avait des hauts fonctionnaires qui avaient fait l'école nationale d'administration, Polytechnique, et qui souvent avaient des carrières qui commençaient dans une administration, qui ensuite allaient dans une entreprise publique, dans une banque publique, parce qu'il y avait des banques publiques qui servaient à orienter justement les entreprises, les investissements des entreprises. Et donc c'est cette élite-là qui a construit le modèle français avec la sécurité sociale, la planification économique et des champions nationaux, des entreprises nationales qui ont à l'époque fait de la croissance économique. Et dans les années 80, on a une transformation un petit peu de la sociologie des élites qu'on peut aller voir si on va voir concrètement quels sont les parcours professionnels, les carrières des hauts fonctionnaires de manière détaillée. Donc on va faire un travail d'historien, d'aller voir dans les matériaux qu'on a, dans les sources administratives, dans le bottin mondain et dans toutes les sources qui nous permettent d'avoir un accès aux postes occupés par les différentes personnes. Et vous avez, à partir des années 80-90, beaucoup plus de hauts fonctionnaires, notamment au ministère des Finances, qui vont avoir des parcours transversaux entre le public et le privé. Donc on fait l'école nationale d'administration, on arrive au ministère des Finances, on arrive dans des grands corps de l'inspection des finances ou administrateur civil si on est un peu moins prestigieux. Et on a possibilité, en deuxième partie de carrière, d'aller dans une grande banque, publique d'abord, privée à partir du moment où les banques sont privatisées dans les années 1980,
Et vous avez une partie des élites de l'État français qui se mettent à regarder du côté de l'entreprise à ce moment-là. Qui se mettent à se dire que ce serait génial si on avait une possibilité de passer des entreprises aux administrations et d'y revenir, et qui est justifié en disant que ce serait efficace parce qu'on apprendrait les méthodes des entreprises, on pourrait revenir, ce serait fantastique. Et vous avez une volonté de décloisonnement, qui est aussi une volonté parfois de partir de l'administration, ce qu'on appelle le pantouflage, c'est le fait pour un haut fonctionnaire de se retrouver dans une entreprise publique ou privée. Et parce que, du point de vue de leur carrière, vous avez des hauts fonctionnaires qui ont lorgné vers les grandes entreprises où les salaires sont beaucoup plus élevés, qui sont beaucoup mieux payés, dans leur idéologie professionnelle, sans qu'il y ait besoin de complot ou quoi que ce soit, vous avez des personnes qui se sont mis à un moment donné à avoir une affinité avec cette manière de penser qui était celle des entreprises au sommet de l'État. Donc il n'y a pas de complot, il n'y a pas de décision centralisée avec une idéologie unique qui déciderait de le faire, mais il y a quelque chose de compréhensible à partir des parcours professionnels concrets des élites de l'État qui explique qu'à un moment, elles se mettent à regarder du côté du privé et que ça produit aussi les réformes dont on a parlé dans un cadre où la pression financière créée notamment par le contexte de la mondialisation et de la construction européenne font qu'on décide d'adopter ces techniques entrepreneuriales pour gérer les services publics, avec toutes les conséquences négatives qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça se comprend sociologiquement en allant faire de la sociologie des élites précise, avec des matériaux, et pas juste avec un discours global qui dirait c'est de la faute de ceux d'en haut. Merci beaucoup. Je peux ajouter un petit quelque chose ? Tout à fait, j'allais me tourner vers vous. D'accord, très bien. Alors, ce que je voulais me permettre d'ajouter, c'était que si on regarde les choses du côté développement économique, il faut voir, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une volonté de la haute administration de réformer l'économie française, qu'il faut se rappeler, enfin en tout cas il faut l'imaginer, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France était encore un empire. Donc il y a la décolonisation, et en même temps, il y a l'ouverture vers l'Europe. Et donc, derrière tout cela, il y a la volonté de développer le commerce extérieur. Alors que la France était encore relativement, non pas totalement fermée, mais par exemple, son commerce était principalement fait en direction des colonies. Et donc, avec la décolonisation, il y a le développement du commerce vers les autres pays européens. Et le développement vers les autres pays européens, ça veut dire être capable de faire face à la concurrence des entreprises du reste de l'Europe, ce qui pousse la haute administration aussi à vouloir moderniser l'économie française. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, en quelque sorte, c'est qu'en France, comme vous le savez déjà, en grande partie, la France, c'est un pays où l'État a beaucoup d'importance. C'est l'État qui donne des impulsions, qui donne les orientations, même s'il y a des entreprises privées qui sont aussi importantes. Et puis ensuite, après cette dimension strictement européenne, on arrive à une étape, on pourrait dire, encore plus développée ou plus élevée de commerce qui concerne la mondialisation. Et à ce moment-là, c'est plus simplement la concurrence des autres entreprises européennes, mais y compris les entreprises du reste du monde. Et à nouveau, donc, à chaque fois, on se crée en quelque sorte, à la fois c'est peut-être une nécessité, où on se crée un aiguillon qui pousse à développer des méthodes qui vont permettre d'être au niveau de... Dans les années 1970, il y a un ouvrage qui s'appelait L'impératif américain ou l'impératif industriel. Donc à chaque fois, être au niveau d'autres économies internationales, c'est le complément ou le pendant de ce qui vient d'être évoqué. Et j'ai encore une chose qui est en rapport avec les entreprises, la privatisation. C'est un dada. Enfin, dada, ça veut dire c'est une obsession personnelle. Quand on s'intéresse à la privatisation, on peut penser au cas de la Poste. Il y a une ouverture à la concurrence dans le domaine postal. Mais dans un cadre européen, on aurait pu faire autre chose. Si on voulait développer vraiment l'Europe et l'esprit européen, on pouvait créer une poste européenne. Ça aurait été le prolongement des postes. Il y a des postes nationales. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a ouvert les différents domaines postaux à la concurrence. Un jour, peut-être, il y aura une poste européenne, mais ça sera peut-être la poste danoise, ça sera peut-être la poste allemande ou un autre pays. Mais on pouvait imaginer, alors ça c'est la vision franco-française que je suis en train de défendre, on pouvait imaginer un service public européen qui donnait une identité européenne, la
poste européenne, comme il existe aux États-Unis, US Postal. Les Américains, ils n'ont pas privatisé la poste. Ils ont une poste qui reste un service public, alors qui est aussi soumis à des impératifs d'efficacité, il n'y a pas de doute. Mais ils ont gardé une poste publique qui couvre la totalité du territoire. Ils n'ont pas décidé, la Californie va pouvoir faire sa poste et on va la mettre en concurrence avec la poste qui se trouve dans l'Est, dans le New Jersey ou ailleurs. Mais voilà, l'Europe, ça reste différents pays qui chacun veut mettre en avant sa propre économie. C'est un autre sujet. Voilà, pardon. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette idée reçue, sur celle du démantèlement de l'État par l'Europe? Oui. C'est bon. C'est par rapport à l'Europe n'était pas totalement responsable parce qu'on avait dit la France avait vendu les autoroutes par elle-même, etc. pour se faire des ressources. Mais il y a des cas où, je crois que j'avais vu récemment, quand on parle de la nationalisation d'EDF et des thèmes qui sont autour, j'avais vu que au niveau de la mise en place de l'AREN, c'est-à-dire l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, il y a eu des injonctions directement de la Commission européenne. Je crois que c'était le vice-commissaire dédié à l'énergie qui s'appelait Otto Gunther. Et ce qui est un peu étrange, puisqu'en fait, l'énergie en tant que telle, c'est un monopole naturel. Donc, il y avait un appel à la concurrence dans un domaine qui n'avait pas vraiment lieu d'être. Donc, dans un sens, l'État français avait tout à perdre. Donc, il n'y avait pas un peu, dans un sens, vraiment où l'État s'est un peu couché devant la Commission européenne en disant, voilà, on va mettre ça en place. Alors que j'avais vu un schéma en disant, avant, c'était l'État, EDF, qui gérait tout. Et puis nous, les consommateurs, et maintenant on a un peu un sac de nœuds où on a le gestionnaire du réseau qui est décoré de la production, etc., avec les fournisseurs alternatifs. Dire que j'ai vu ça, ça a l'air un peu incompréhensible. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, il faut prendre chaque secteur séparément. Il y a une injonction globale à la concurrence. Mais les secteurs sont tous différents, je veux dire techniquement. Parce que vous avez évoqué le terme de monopole naturel, ça veut dire qu'on s'intéresse aux infrastructures. Il y a des domaines où il faut un réseau de distribution. C'est là où il y a un monopole naturel. Et donc, par exemple, si on fait la distribution d'eau, il faut des tuyaux. Après, on fait circuler l'eau. Dans le cas de l'électricité, il faut d'abord des fils électriques. Éventuellement, il faut des barrages. Et après, on fait circuler l'électricité. Ce que défend la réflexion économique et aussi ce que fait l'Union européenne, c'est de dire il peut y avoir un monopole que sur le réseau, donc les fils. Sauf que EDF, c'est à la fois des fils, un réseau, et aussi de la production. Et donc, ce que dit l'Europe, c'est la production peut être mise en concurrence, sauf que, alors on n'a pas le temps aujourd'hui, vous avez raison, mais ça se discute. C'est-à-dire, dans chaque cas particulier, il faudrait pouvoir discuter sérieusement. Et dans le cas de l'électricité, séparer la distribution de la production, surtout dans le cas d'électricité qui n'est pas stockable, où il faut ajuster constamment la production avec la consommation. C'est pas la même chose que n'importe quelle production où on peut faire des stocks. Et à ce moment-là, ajuster l'offre et la demande, c'est un peu plus facile. L'électricité, il n'y a pas de stockage, ou alors sous la forme d'eau dans les barrages, mais bon, c'est pas pareil. Donc, sur ce plan-là, il y a un vrai problème. Et le choix qui avait été fait en France, c'était donc d'avoir un système globalement centralisé, plus ou moins monopolistique, parce que EDF n'a jamais eu le monopole de la production, même si EDF avait le 90% de la production. Ici à Strasbourg, c'est l'électricité de Strasbourg, même si maintenant c'est une filiale d'EDF. Donc c'est un peu... Déjà, il y avait l'idée qu'il pouvait y avoir de la concurrence dans la production. Le problème avec l'Europe, c'est que les autres pays poussent. Dans les autres pays, ils ont un autre modèle. Donc ils disent, mais pourquoi en France vous gardez un monopole? Vous allez nous faire de la concurrence. Vous avez un monopole en France, vous fabriquez de l'électricité, vous n'avez pas de concurrent, et ensuite vous venez chez nous et vous nous vendez l'électricité que vous avez fabriquée sous la forme de monopole. En plus pas cher. Et en plus pas cher, il n'y a pas autrefois. D'accord. Donc ça, c'est l'argument des autres pays. Et là, il y a une discussion vraiment sérieuse. Vous avez raison de la poser. On ne va pas la résoudre aujourd'hui parce que c'est trop compliqué. Mais ça impose à la France, et en particulier une manière de répondre à ce que demande l'Europe ici, c'est quelque chose de complètement ahurissant, c'est-à-dire on demande à EDF de vendre, je ne me souviens plus, c'est 30 à 40% d'électricité nucléaire à un tarif faible à des entreprises qui
pour l'essentiel, ne produisent pas d'électricité, mais qui vont faire une fausse concurrence à EDF, parce que EDF aura vendu, je dis n'importe quel chiffre, hein. Imaginons que le prix de l'électricité, c'est 50 € du gigawatt, j'en sais rien, mégawatt. Et à ce moment-là, EDF, on l'oblige à vendre 10 € à des entreprises qui vont ensuite pouvoir les revendre à 20 € et faire de la concurrence fictive à EDF, tout ça pour faire plaisir à l'impératif de concurrence. Là, ça tient pas debout, on est d'accord. Mais bon, c'était quoi la suite de la question? On peut pas. Enfin, disons que le gouvernement français essaye de résister, mais il peut pas complètement, il est tout seul contre les autres. Et c'était sur le démantèlement de l'État et le rôle de l'Europe, notamment dans le service public de l'énergie. Dans ce cas-là, c'est pas le démantèlement de l'État, hein, c'est l'obligation de couper EDF en morceaux, en rondelles, pour suivre le modèle qui existe dans les autres pays, parce que dans les autres pays, il y a plusieurs entreprises. Mais d'un point de vue économique, on peut aussi bien on peut justifier l'existence d'un monopole, enfin en tout cas d'une grande entreprise dans le domaine de l'électricité, aussi le fait qu'elle soit intégrée parce que ça donne des avantages en termes de synergie, à condition que malgré tout l'entreprise ne s'endorme pas sur ses lauriers, donc il faut toujours un petit aiguillon. Mais là, il y a un vrai problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question sur le démantèlement de l'État par l'Europe, ou peut-être sur ce qu'on disait des hauts fonctionnaires et de la sociologie qui a évolué? Alors, il se trouve que moi, j'en avais une de questions. Vous parlez d'un changement de sociologie, donc des hauts fonctionnaires. Est-ce qu'il faudrait imaginer peut-être un changement du statut de fonctionnaire ou un statut de haut fonctionnaire particulier qui évite peut-être une trop grande incidence du privé sur le public, cette espèce de perméabilité que vous évoquiez? Bonne question, mais le statut de la fonction publique a toujours été très ouvert pour permettre, notamment aux hauts fonctionnaires, de passer sur des fonctions politiques, donc de passer dans un cabinet ministériel, concrètement, de devenir ministre éventuellement, d'avoir des responsabilités politiques, de se lancer dans une élection, etc. Le statut de la fonction publique permet de se mettre en détachement et de garder sa place dans un corps de la fonction publique tout en faisant autre chose à côté. Donc de fait, ça favorise les plans de carrière qui consistent à passer de la haute fonction publique à la politique. Et c'est important dans l'histoire française parce que à partir des années 60-70, il y a de plus en plus de personnes qui ont fait l'école nationale d'administration, Polytechnique, qui ont une carrière de haut fonctionnaire et qui ensuite vont se lancer en politique au niveau national. Et il y a à peu près la moitié des présidents de la République, de la Ve République, qui sont passés par la haute fonction publique. Donc, je sais pas, Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron, inspection des finances. Donc, ils ont fait l'école nationale d'administration. Ils sont arrivés dans les 10 premiers de l'école nationale d'administration. Ils sont allés au ministère des Finances, dans ce corps de l'inspection des finances. Et à partir de là, ministre pour Giscard, donc accès à des fonctions politiques. Et Macron est passé dans une banque privée avant de revenir ministre au sommet de l'État et de lancer son entreprise politique en 2017. Cour des comptes, Jacques Chirac, par exemple. Donc, pareil, École nationale d'administration. Il arrive dans les premiers aussi, dans ce corps de la Cour des comptes qui doit rendre des rapports sur la gestion des finances publiques. Et à partir de là, carrière politique. Les élites politiques françaises ont été forcément liées et sont toujours fortement liées à la haute administration. Et du coup, il y a des circulations assez fortes. Il y a aussi des circulations assez fortes, comme on l'avait dit, avec les grandes entreprises ou avec les banques pour le ministère des Finances. Et ça ne se contrôle pas avec des lois, puisque de toute façon, les lois sont proposées par les ministres en France. Donc ce poids de la haute fonction publique dans la conception des lois et dans les élites politiques françaises, c'est une réalité sociologique de long terme qui dure depuis longtemps et qui se résout pas à coup de décret.
Pas à coup de changement de statut non plus, du coup. Pas à coup de changement de statut non plus. Le statut de la fonction publique est très permissif là-dessus, mais en même temps, c'est très bien pour beaucoup d'autres fonctionnaires qui veulent changer de métier et qui utilisent ce statut relativement flexible pour préparer le fait qu'ils vont aller dans le centre de la France élever des chèvres ou je sais pas quoi. C'est-à-dire on peut le faire concrètement. On peut le faire parce qu'on est dans un corps de fonctionnaires et qu'on a moyen, si ça se passe pas très bien, de revenir dans son corps parce qu'on a été sélectionné par concours sur ce truc-là. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose. On a tendance à considérer que c'est le privé qui va vers le public. À mon sens, c'est pas comme ça. En France, le privé est faible. Comme on disait autrefois, débile dans le sens faible, hein, pas débole, c'est de l'italien encore. Et donc, il est faible, et c'est l'État qui crée le privé. Donc, c'est les hauts fonctionnaires qui deviennent des responsables privés. C'est pas des personnes du privé qui vont vers la fonction publique, vers la haute fonction publique. C'est depuis des dizaines d'années l'État qui prend en charge la modernisation du secteur privé et prend en charge à la fois en termes de politique, y compris, on a évoqué tout à l'heure, la planification à la française, mais aussi en termes de personnes, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires. Ils ont été formés dans des écoles publiques, comme par exemple l'ENA et maintenant l'INSP, et ensuite, ils vont gérer des entreprises. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que les choses, en France, pas ailleurs, hein, mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne en France. Même chose pour les écoles d'ingénieurs. Le poids de Polytechnique est toujours très important. Donc il y a deux voies quand on veut devenir cadre dirigeant d'une grande entreprise en France. Il y a la voie privée qui est celle des écoles de commerce, HEC, les hautes études commerciales à Paris ou des grandes écoles de commerce privées. Et il y a l'autre voie qui est Polytechnique, donc une grande école publique, mais qui forme depuis pratiquement le 19e siècle et la création de Polytechnique, qui forment une partie des cadres dirigeants des grandes entreprises. Donc on est au cœur d'un des nœuds de la sociologie des élites françaises qui se sont construites avec l'État, qui modernisent, comme tu l'as dit, les entreprises à partir de l'État, mais qui, à partir de l'État, ne défendent pas forcément une vision du service public qui serait celle des fonctionnaires de terrain, mais qui défendent une vision qui lorgne du côté des entreprises, de l'efficacité des entreprises privées, de la modernisation des entreprises, et qui finit par vouloir utiliser les mêmes critères pour gérer ses propres services publics. En fait, c'est ça l'histoire. C'est ces élites françaises administratives qui ont construit la croissance française de l'après-guerre, qui ont fini par vouloir appliquer les mêmes techniques de gestion qu'elles ont forcé les grandes entreprises françaises à emprunter des États-Unis dans les années 50 au service public actuel, dans un contexte qui est celui de la construction d'une certaine Europe de la concurrence à partir des années 1980 aussi. Et ça crée une crise morale et politique de l'État. Il y avait une question. Ouais, alors il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est l'affaire McKinsey. Alors, quand même, peut-être je ne sais pas si ça sera une des dernières questions, mais est-ce que vous voyez dans cette affaire un symptôme de quelque chose de nouveau, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui a une histoire aussi plus longue, ou alors est-ce que c'est vraiment le symptôme d'un tournant néolibéral qui va encore vraiment plus loin Voilà. Alors, je crois que ça vient très bien en prolongement de ce qui vient d'être évoqué. Crise morale. Et de ce qu'il a dit juste avant. Donc, alors, c'est pas tout à fait nouveau que l'État recourt à des consultants, des cabinets de conseil. Alors, je dirais même qu'en tant qu'économiste, sur le principe, on ne peut pas critiquer le fait qu'on ait recours à des experts qui peuvent être extérieurs à la fonction publique, parce que tout n'est pas nécessairement maîtrisé par des fonctionnaires qui soient même très compétents. Il peut y avoir des aspects extrêmement techniques qui nécessitent. Par exemple, dans l'informatique, on peut avoir besoin de services extérieurs. Le problème qui se pose, et la raison pour laquelle on en parle beaucoup maintenant, c'est qu'en 3 ans, le recours au cabinet de conseil a été quasiment, enfin, c'est pas tout à fait par 3, mais pour simplifier, presque multiplié par 3. Et on arrive à presque 1 milliard d'euros de dépenses dans une situation où il n'y a pas beaucoup d'argent. 1 milliard d'euros dépensés dans ces conseils de cabinet de consultants, dont la moitié
de ces 1 milliard d'euros, c'est pas des aspects techniques, c'est pas des services informatiques où là on a absolument besoin de spécialistes pour faire, par exemple, pour la sécurité informatique ou je ne sais quoi. Alors ça marche pas à tous les coups, mais enfin au moins ça peut justifier. C'est pour des choix stratégiques dans le domaine de la gestion. Bon, et ça c'est moins convaincant. Donc c'est plutôt sous cette forme-là qu'il y a un problème. Autre problème, et je vais essayer d'être très rapide, c'est aussi la question de la transparence. Autrement dit, c'était caché. Enfin, ça n'a pas été volontairement caché, mais c'était pas connu. Le fait que ça a été quasiment multiplié par 3, ça n'était pas visible. Donc, il faut que ça soit connu de la population, et puis que les députés, il faut que les parlements puissent se saisir de ça. Et pour la première fois cette année, au moment du vote du budget, il y a un rapport spécifique sur le recours aux consultants, ce qui devrait quand même avoir pour effet normalement, de limiter. Et puis, troisième dimension, après je m'arrête, puisqu'on a beaucoup parlé d'évaluation de l'activité de la fonction de l'État, il faudrait aussi évaluer ces consultants. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils viennent de l'extérieur que tout ce qu'ils font, c'est génial. Donc, ils devraient être évalués et éventuellement payés aussi en fonction du résultat de ce qu'ils font. Et là, il y a aussi matière à discuter. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet-là ? Sur la question des consultants, en même temps que vous avez la réforme de l'État qui consiste à lorgner du côté des entreprises pour réorganiser les services publics avec les critères des grandes entreprises, vous avez les décideurs, les hauts fonctionnaires, encore une fois, les hommes politiques qui regardent du côté des grands cabinets de conseil en se disant si on veut pouvoir gérer les services publics comme des entreprises, il faut qu'on ait l'appui de ces grands cabinets internationaux qui conseillent aussi les grandes entreprises françaises parce que ça va nous permettre d'importer dans le public des compétences qui vont être des compétences du privé. Et la montée avant le contexte de la crise sanitaire qui rajoute encore le truc particulier que tu as dit, c'est une montée du recours au cabinet de conseil dans le cadre des réformes de l'État qui se font successivement toutes les quelques années. Et du coup, il y a des collègues sociologues qui sont allés un peu étudier cette question-là, donc faire des entretiens avec les consultants et avec les décideurs qui étaient dans les réformes de l'État. Et c'est une question assez compliquée, mais il y a une critique souvent qui consiste à dire que ce serait le privé qui du coup ferait les politiques publiques parce qu'il y a des cabinets de conseil. Mais généralement, s'ils viennent là, c'est parce qu'il y a une politique publique qui a été définie et qu'on a besoin d'un avis de quelqu'un qui vient de l'extérieur pour confirmer la même chose. Donc on a besoin qu'il y ait un McKinsey qui vienne pour dire que la réforme qu'a prévue le ministère de l'Intérieur dans les préfectures, elle est très bien, elle est très moderne, elle est très efficace. Et du coup, il faut le tampon du cabinet de consultants pour montrer que c'est moderne et que c'est génial. Mais souvent c'est un tampon qui coûte extrêmement cher et qui est assez peu efficace parce que dans les sections gestion publique des grands cabinets de conseil, on envoie les gens les moins expérimentés qui sortent des écoles de commerce directement dans l'administration et puis on leur fait vendre des PowerPoints de trucs de base de théorie managériale dans le public. Ça coûte pas beaucoup de compétences et de temps de travail à produire parce que c'est des trucs standards qui marchent dans n'importe quelle entreprise et qu'on peut retrouver dans une formation en école de management. Et ça se fait à des tarifs qui parfois sont des tarifs exorbitants et qui permettent donc de capter une rente sur le service public dès qu'il y a une réorganisation d'une administration parce qu'on va aller chercher un cabinet de conseil pour faire le travail. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question, si quelqu'un veut s'y risquer. Pour rendre les choses plus simples, il faut dire une avant-dernière question, comme ça. C'est comme dans un gâteau, vous savez, il reste qu'une seule part. On dit qui veut la dernière part. On n'est pas sûr d'avoir quelqu'un. On dit il reste 2 parts. Qui veut l'avant-dernière part? Et s'il n'y a pas de questions, est-ce que vous aviez éventuellement quelque chose à ajouter chacun pour clôturer cette rencontre débat sur le démantèlement de l'État à vendre? Alors moi, je veux bien ajouter quelque chose. Donc, comme on est en France, il n'y a pas de risque que l'État disparaisse, même si on s'inquiète toujours de ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va devenir. C'est normal. Il n'y a pas de risque que l'État disparaisse, mais il y a des risques pour que ça se passe assez mal pour les agents publics qui font vivre les services publics au quotidien et pour les usagers qui ont besoin des administrations pour être soignés, pour être éduqués, etc.
moi, si j'avais juste un message à faire, c'est que avec ces réformes qui consistent à croire que les administrations sont des entreprises, ça place les agents publics dans des situations qui sont proches de celles des salariés du privé, qui ont les mêmes problèmes liés à la précarité, qui ont les mêmes problèmes liés à des objectifs chiffrés définis par des gens dans des bureaux qui n'ont rien à voir avec leur travail concret et, et la manière dont eux ils pensent qu'ils vont bien faire leur travail. Et du coup, il y a des convergences d'intérêts extrêmement fortes entre le public et le privé sur ce truc-là. Il y a de la souffrance au travail à la fois chez les fonctionnaires et chez les salariés des entreprises. Et ça se fait contre des décisions qui sont prises dans des bureaux parisiens, soit des grandes entreprises, soit des grandes administrations, avec des circulations entre les deux. Donc privé, public, la chose qui nous reste à faire, c'est à faire entendre la voix des salariés des deux secteurs contre ce type de gestion par les chiffres, si on veut pouvoir peser collectivement et espérer changer les choses sur ces questions-là et améliorer le travail qui aujourd'hui est totalement empêché par ces normes, ces procédures, ces chiffres managériaux que de plus en plus de salariés critiquent aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux et merci beaucoup à vous également. Merci à toi, Anne, d'avoir animé cette soirée. Et donc, c'était la 3e conférence de cette année, donc de l'Université en campagne contre les idées reçues. La 4e aura lieu dans un petit mois, hein, le 14 décembre, mercredi. C'est toujours le mercredi de 18h à 20h. Et donc, ça sera sur les politiques de la ville dans les quartiers, dans ce qu'on appelle les quartiers, les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Ça sera au local Speaker à la Méno. Voilà. Et donc, on sera justement, nous aussi, dans les quartiers, comme on dit. Et voilà, donc venez nombreux, faites passer l'info. Ça sera sur Facebook, sur notre page. Donc, la conférence, enfin, toutes les conférences sont filmées cette année, grâce donc à l'équipe technique de l'Université de Strasbourg, de la direction du numérique. Alors, il n'y a pas de droit à l'image parce que vous n'êtes pas filmé, vous êtes de dos. A priori, c'est surtout donc les intervenants qui ont été filmés. Et donc, vous pourrez retrouver les conférences sur la chaîne YouTube de la MISHA. MISHA. Voilà. Bonne soirée à tous.